Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Ah, épisode 78 cette semaine. Tabarouette. J'ai oublié que c'était commencé. Benz, une bonne semaine de films? Moi, j'ai que des bons films, dont un grand Aïe, aïe. chef-d'œuvre, une grande œuvre dans l'histoire du cinéma. Fait que ça va Tu être bon. vrai? Ouais. C'est-tu tu dors Nicole ou... Non. Dans l'histoire du cinéma, c'est une grande œuvre. Puis tu l'as déjà vu. Fait que Ben, j'ai pas mal tout vu les grandes œuvres. je suis Non, pas je sûr. suis pas, Je suis je pas veux sûr. pas me vanter. Hey! Je veux pas me vanter. OK, that's it, j'ai hâte d'en jaser. En plus, c'est un mystère parce que je sais pas pantoute de quoi tu parles. OK, mais on verra. Ben, si tu veux, comme tu me connais, moi j'ai été voir la nouveauté de la semaine, la grosse nouveauté, Oui. parce qu'on le sait qu'il y a deux films qui sont sortis cette semaine. Il y a Arlette, Marie-Lou Wolfe. C'est ça la grosse nouveauté de la semaine, tu penses? Ben, je suis pas allé voir ce film-là. Tu vas-tu y aller, moi? Je pense pas, ça m'intéresse peu. Toi? Moi, il n'y a aucune chance d'aller voir un film de Marie-Lou Wolfe. C'est impossible. C'est impossible. Ben écoute, j'avais quand même apprécié Les Pieds dans le vide. C'est quand même le fun comme film. Tu l'as-tu vu? Non, je ne l'ai pas vu. OK. Mais c'est quand même plaisant. Son autre après, je me rappelle pas c'était quoi. Ben, je peux aller voir. Mais pour moi, Marie-Lou Wolfe, c'est l'équivalent d'Yann Englund. Ouais. Ben, c'est sûr que ouais, elle n'a pas vraiment de background en réalisation. Là. À part Les Pieds dans le vide, c'est ça, je me rappelle pas quoi d'autre qu'elle a réalisé. Il me semble qu'elle a réalisé un autre. Ouais, c'est Joulix, son dernier. Ah, Julie, ouais, je l'ai pas vu. Moi non plus. En tout cas, j'ai rien vu ce qu'elle a fait, mais ça m'intéresse pas. Mais c'est ça, Arlette, c'est que Marie-Pierre Morin, c'est pas vraiment une actrice pour moi non plus. Là. Elle a aucun. Je sais pas comment le dire, mais dans la chute de l'Empire américain, elle jouait Marie-Pierre Morin. Là, elle jouait pas. Sans dire que Marie-Pierre Morin, c'est une prostituée. Là. Mais elle sentait quand même bien dans la chute, quand même. Elle sentait bien. Oui, mais je voyais Marie-Pierre Morin à l'écran qui prenait sa voix sexy, puis salut. C'est vrai. Je l'avais vu aussi dans La Faille, puis c'était un peu le même acting qu'elle fait. Là. Mais je trouve que Arlette, ça a l'air comme politicien, mais en même temps trop féministe pour la game. En tout cas, ça m'intéresse peu, tu sais. Mais je sais que dans la presse, Marc Cassivi a détruit le film. Il dit que c'est pas bon. Ah. Ben, écoute, on verra, c'est ça, on verra les critiques là, qu'il va y avoir prochainement. Mais pour l'instant, la critique que je t'ai faite, c'est sur Bullet Train, un film de David Leck. Il a fait quoi d'autre, lui? C'est lui qui a réalisé Deadpool 2. Dans le fond, sa première réalisation, c'était John Wick, avec Chad Stahelski, je pense. Que lui, Chad Stahelski, il a réalisé toutes les suites après là, de John Wick. Mais David Leck, il a réalisé le premier film en le scénarisant, il me semble. Mais lui, au commencement, c'est un cascadeur. Okay. Ah, ça va être popé. Les scènes d'action doivent être écœurantes. Là. Ah oui, ben, dans tous ses films, les scènes d'action sont écœurantes. Puis, tu sais, lui, en plus, Bullet Train met en vedette Brad Pitt. Puis Brad Pitt, il fait une apparition dans Deadpool 2. On le voit pas, on le voit comme 30 secondes. C'est juste un flash qu'on voit que c'est lui l'homme invisible, genre. Puis aussi, c'est ça, lui, dans le fond, c'était le cascadeur de Brad Pitt, comme dans le début de sa carrière. Ben, dans le début de sa carrière. Tu sais, pour Fight Club, je le sais que c'était lui, là, sa doubleur. Fait que c'est un peu... tu sais, c'est le fun, parce que c'est comme une chimie qu'ils ont ensemble, on dirait, par rapport au travail qu'ils ont fait ensemble, tu sais, dans les années passées. Fait que si c'est le fun, si ça rajoute un peu plus... tu sais, je trouve, dans tous ces films, parce qu'il a réalisé aussi Hobbit Shaw, de Fast and Furious, là, avec The Rock et Jason Statham, ce qui est quand même pas pire, comme film. C'est pas une œuvre d'art du cinéma, là, mais les scènes d'action sont quand même potables. Puis, il y avait plus, je trouve,
il y avait plus de plaisir à regarder ça que les derniers Fast and Furious, là, tu sais. Même si c'était dans le même univers, là, même si... Mais les scènes de combat sont toujours écœurants. C'est lui aussi qui avait fait Atomic Ouais. Blonde avec Charlie Theron. C'est quand même très bon, ça aussi. Ça venait chercher un peu les scènes de combat dans John Wick. Fait que, ouais, t'avais une question, Ben? Mais ce que tu me dis dans le fond, c'est que Once Upon a Time in Hollywood, c'est basé sur leur histoire à eux. Non. Ben, possiblement. Si tu veux faire déjà un lien avec Tarantino, ouais, ben c'est ça. Brad Pitt, tu sais que dans sa carrière, il a pas fait. Ben, il a fait beaucoup de films d'action, mais il a pas fait de grands films où il doit, mettons, se battre comme un malade. Pis, tandis que là, dans les dernières années, il en fait de plus en plus. C'est drôle parce que justement, il devient de plus en plus vieux, mais on dirait qu'il reprend de la jeunesse dans tous les films qu'il fait. Fait que ça, c'est le fun. C'est comme dans Once Upon a Time in Hollywood, il joue un propre cascadeur. Fait que c'est sûr que c'était mouvementé quand même dans ses scènes, mais dans Bullet Train, là, c'est vraiment en français, c'est Train à grande vitesse. Puis le film, c'est un film à grande sensation forte. Là. C'est de l'action tout le long, il n'y a pas de temps mort. Je lisais justement une critique, je pense que c'est hier, qui disait que il y avait des scènes longues. Ben oui, mais des scènes longues, c'est du combat. Tu t'en vas voir ce film-là pour les scènes d'action. Tu t'en vas pas voir ce film-là pour une histoire bien, bien ficelée, comme un chirurgien le ferait. C'est vraiment. Ben, en plus, je trouve qu'il y a un mystère dans le film parce que c'est, dans le fond, l'histoire, c'est plusieurs assassins qui se retrouvent, tueurs à gages ou voleurs, qui se retrouvent dans un train à grande vitesse, là, un DGV, au Japon. Puis ils s'en vont, je pense, en route de Tokyo, si je me rappelle bien. Mais c'est un train qui va super vite, puis ça fait tout le Japon, dans le fond. Puis là, une gang de criminels qui se retrouvent dans ce train-là à la recherche d'une valise, puis avec de l'argent. Puis là, il y a comme plein d'histoires autour de eux. Puis dans le fond, le mystère du film, ça va être de savoir qu'est-ce qui les relie tous à cet argent-là. C'est quoi c'est quoi leur raison d'être tous là en même temps puis de vouloir cet argent-là. Puis il y en a qui veulent pas l'argent parce qu'ils savent pas pantoute c'est quoi l'argent, mais ils sont là pour tuer d'autres tueurs qui savent qu'ils sont là puis ils veulent se venger. En tout cas, fait que c'est tout plein d'histoires reliées comme ça. Fait que ça, c'est toujours le fun. On a souvent vu des films de ce genre-là. Il y a du dialogue aussi qui... moi, je te disais, ça me fait un peu penser à Tarantino des fois parce que c'est du dialogue. C'est peut-être à cause de ces scènes-là que la critique disait il y a des scènes longues. Là. Mais c'est parce qu'au début du film, il y a souvent des discussions juste pour présenter les personnages qui ont tous des noms un peu farfelus. Là, comme Brad Pitt, il se fait appeler la coccinelle par son agente là, qui n'arrête pas d'appeler. Puis tu as Aaron Taylor-Johnson. Mais c'est son agent de quoi? C'est quoi son rôle à Brad Pitt? Là? Ah, ben dans le fond, Brad Pitt, lui, c'est un. Si tu veux, c'est un ancien tueur à gage. C'est un tueur à gage, mais il est comme. Il veut prendre sa retraite, il est comme rendu sous pression, puis il est comme stressé tout le temps, puis il aime pas tuer, il aime pas les armes, il aime pas sa job, dans le fond. Mais c'est. Il peut être vu aussi comme un extracteur, là, plus. Lui, il s'en va chercher quelque chose, puis là, s'il faut qu'il tue, ben il tue, mais sinon, il aime pas tuer. Fait que lui, dans le fond, il prend un call de son agente qui l'appelle. Puis, dans le fond, c'est un tueur à gages qui s'appelle Carver. Il pouvait pas être là, fait que c'est comme Brad Pitt qui doit prendre la job de Carver. Fait que là, tout le long du film, il parle à lui-même, puis il dit stick de Carver à merde, pourquoi je me retrouve ici à cause de lui, dans le fond. Fait que, lui, c'est plus, c'est ça, il se retrouve là, mais parce qu'il veut remplacer quelqu'un, puis c'est pour de l'argent, puis en même temps, c'est comme son dernier boulot, fait qu'il est comme, je vais le faire, mais ça me tente pas. Puis son agente, il disait, parce que tout le long, il parle avec son agente au téléphone. Puis là, elle dit, ça va être tranquille, c'est un boulot vraiment calme, tu fais juste prendre la manette avec l'argent, tu t'en vas, t'sais. Mais là, finalement, il se retrouve dans un train avec plein de tueurs à gages. Puis, fait que ça. Mais, sinon, les discussions, c'est comme, j'ai oublié son nom. Ouais, t'as Aaron Taylor-Johnson, le gars de Kick-Ass,
que lui, il est avec son collègue, là, ils se font appeler les jumeaux, mais l'autre, c'est un gros noir. Là, ils sont pas du tout jumeaux. J'oublie son nom, il jouait dans Les Éternels. C'est-tu Brian Tyree Henry? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Brian Tyree. Lui, il est super drôle dans le film. Ben, les deux, c'est un bon duo, là, je trouve, dans le film. Puis ça rajoute au film. Ça rajoute un bon thème au film, je trouve. Puis Aaron Taylor Johnson, ça fait longtemps quand même qu'on l'a pas vu dans un grand rôle. Un rôle quand même principal, là, qui est le fun. Je sais qu'il avait joué dans Tenet, là, un petit rôle Christopher Nolan. Mais sinon, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Puis il avait un bon charisme dans ce film-là. Mais les deux se font appeler Citron puis Mandarine. Là, fait que là, au début, c'est comme une discussion qu'ils ont sur leur prénom, leur surnom, dans le fond, là, Citron puis Mandarine. Puis là, c'est quand même c'est le fun comme discussion. Puis là, on voit leur passé aussi. Pourquoi ils se retrouvent là? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Puis là, ça revient un peu des fois aussi à du Guy Ritchie. Dans les films comme Snatch ou Tu braques ou tu raques. Là. Fait que, j'ai pas vu les autres, là, ouais, mais. Ah, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Ça revient dans le passé, puis tu connais chacun de leur histoire à tous les personnages, puis ça en fait, ça englobe un tout qui est le fun, quand même. Puis c'est ça, les scènes d'action sont écœurantes, les combats, tout. J'ai vraiment pas été déçu. Puis ça, c'est basé sur. C'est sûr que là, il y a peut-être des. J'ai pas tout lu les critiques, là, mais sûrement qu'il y a des gens qui vont critiquer le fait que c'est whitewashing, là, parce que c'est une histoire, je pense, coréenne à la base. C'est d'un roman, là, un peu comme Snowpiercer. Oui. C'est dans le même style, un peu. Coréenne ou japonaise? Là? Ben, ça se passe au Japon, fait que j'ai tendance à dire que c'est plus japonais. Là. Kotaro Isaka. C'est un roman de Kotaro Isaka. Ah oui, c'est ça, Isaka, c'est ça. J'imagine que c'est un japonais, mais je sais pas. Ouais. Ben, c'est parce qu'il y a une grosse histoire aussi autour d'un. C'était comme un chef de la mafia japonaise. Puis il s'est fait comme détrôner par un Russe. Puis là, le Russe, c'est Michael Shannon qui le joue. Puis là, ben, c'est toute une histoire autour de cette tête-là. Il se fait appeler la mort blanche. Fait que là, c'est comme le Russe qui contrôle le Japon, si tu veux. Puis dans le train, t'as un Japonais que lui, il veut comme venger justement une personne qui a poussé son fils en bas d'un immeuble. Puis là, il est comme pris en otage par cette personne-là. Puis là, cette personne-là, ben, elle veut tuer la mort blanche. Puis là, il y a un autre assassin dans le train, c'est le fils de la mort blanche que les Citron et Mandarine doivent protéger parce qu'ils ont été engagés, eux, par la mort blanche. Fait que là, tout est relié. Tout est un tout, tu sais. Puis à la fin, ben, c'est comme une explosion de combats. Puis de. Tu sais, c'est pas gore dans le sens que Quentin Tarantino il aurait pu faire ce film-là, mais il y a du sang. C'est pas caché pour. Il y a de la violence. Je trouve que c'est bon. C'est un contenu mature. Fait que dans ce temps-là, c'est moins enfantin. Là, mettons, dans ce genre de film-là, le summum pour moi, c'est John Wick. Puis où est-ce que ça se situe, mettons, par rapport à John Wick au niveau de la qualité des scènes ou l'histoire, mettons, en général? Là? Ben écoute, justement, vu que le réalisateur, c'est lui qui a réalisé le premier John Wick, je te dirais que les scènes de combat sont meilleures que dans le premier John Wick. T'sais. Mais John Wick, le 2 et le 3, ils mettent la barre encore plus au-dessus. T'sais. Fait que je te dirais que le John Wick 3, là, c'est vraiment, je trouve, un honneur au film d'arts martiaux, puis au film, justement, les combats japonais, toute l'équipe. Fait que, je te dirais, dans celui-là, c'est des combats plus américains. Là. Comme je te disais, c'est un peu whitewashing dans le sens qu'il n'y a pas tant d'acteurs japonais là, dans le film. Là. C'est Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson, puis Brian Tree. Brian Tyler Tree, c'est un noir. Fait que, c'est des combats plus américains. Mais en même temps, ils ont toutes leurs particularités, leur style, leur technique de combat. Fait que, à la fin, tu as un bon combat de sabre. Fait que, ça, c'est le fun. Parce que dans le film, tu as aussi le japonais, Colin, j'oublie son nom. Il avait joué
C'est lui qui jouait Scorpion dans Mortal Kombat. C'est Hiroyuki Sanada. Ouais, c'est ça. Sanada. Ouais. Puis, tu sais, lui, il est super bon aussi. Là. Puis justement, il joue. Tu sais, on parle de John Wick, tout ça. Puis, l'annonce de John Wick 4 est sortie il y a peut-être une semaine et demie. Ça va être écœurant. Moi, j'ai vraiment hâte. Mais c'est ça, Sanada, il joue dans le prochain John Wick. Fait que ça prend de l'ampleur. C'est lui aussi qui jouait dans. Tu sais, lui, il a commencé vraiment les films japonais en ça fait pas longtemps, qui est quand même connu là, dans les films américains. Je pense qu'un de ses premiers grands films, c'était Danny Boyle, Sunshine. Tu sais, c'est lui qui jouait oui, le je joue dans ça. capitaine. Ah oui, ok. Tu sais, le premier à mourir, dans le fond. Ouais. Mais lui, tu sais, il jouait dans Ringu. Donc, le cercle, l'original. Fait que, tu sais, c'est quand même drôle, tu sais, de voir son ascension vers. Mais ça, tu sais, il a la gueule pour se retrouver aussi dans les films un peu d'arts martiaux, tu sais, des films japonais de ce genre-là. Puis à la fin, ben, c'est ça, tu sais, comme il se retrouve confronté à Brad Pitt, tout le reste de la gang. Fait que ça, c'est le fun. Mais bref, le film, moi, j'ai vraiment été entertaining. Tu sais quand son premier film à Hirosuke Sanada? C'est quoi? 65, ça fait longtemps. Aïe, aïe. Il devait être jeune quand même. Ben, quel âge qu'il a? Il avait 5 ans. Il est né en 60. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'allais dire, il doit avoir comme 60 ans, là, pas plus. Ouais. Ah, mais c'est le fun. Ben, tu vois, il commence à avoir des gros rôles. L'âge, ça n'a pas de prix. Ben non. Check Sam Jackson, il a commencé tard, là. Ben, check Morgan Freeman, je pense que c'est comme à 50 quelques ans, là. Oh, et Morgan et tout. Des fois, on se rappelle plus des visages vieux. Bref, Bullet Train, David Leake. Mais tu vois, c'est ce que j'aimais aussi dans le film, tu sais, il fait sa place, je trouve, dans les réalisations qu'il fait. C'est sûr, ces films, c'est pas des chefs-d'œuvre. Tu sais, comme Deadpool 2, je l'ai moins aimé que le premier Deadpool. Peut-être parce que, justement, mais c'est peut-être l'histoire aussi de Deadpool 2, ça m'avait pas accroché dans le sens que c'était comme Deadpool devenait comme un peu un protecteur d'un jeune homme, là, que dans le futur, il va comme devenir un assassin. Fait que c'était un peu. Je trouvais ça lent, je trouvais ça un peu plate. Mais les scènes d'action étaient quand même bonnes. T'sais. Mais tu regardes l'espèce de. L'espèce de truc que le réalisateur il a dans tous ses films, c'est comme des apparitions surprises de caméos de célébrités, que tout le monde connaît leur face. Puis là, ils apparaissent juste pour une petite scène dans le film. C'est comme dans Deadpool, il y avait Brad Pitt, justement, qu'on voyait 30 secondes. Sinon, ben, toute la séquence des X-Force, là, entre guillemets, tu avais Terry Crew, tu avais d'autres acteurs là, que j'oublie leur nom, mais c'était juste, ils étaient là pour 30 secondes, ils mouraient tous un après l'autre. Mais c'était le fun à voir. Dans Hobbs and Shaw, tu avais des caméos comme Ryan Reynolds, tu avais Kevin Hart aussi. Là, c'est sûr que c'est peut-être Dwayne Johnson qui a dit « Ouais, engage mon ami Kevin Hart. » Les deux, ils se retrouvent tout le temps dans le même film. Mais dans celui-là, ben, ça ne fait pas exception. Tu as des caméos. Je te dirais que tu as au moins 3 bons caméos là, d'acteurs connus là, qu'ils apparaissent. Quand même le fun. C'est-tu Sandra Bullock? Wow, hey, j'ai jamais rien dit! Pourquoi tu penses ça? Ben, c'est connu qu'elle joue dans le film, parce que, tu sais, quand tu étais au cinéma, puis il y avait comme des trivia avant, ouais. il parlait de ça par rapport à The Lost City, ou je sais pas trop quoi, là. Ouais, ben, OK, ben, c'est pas une surprise, mais c'est elle. C'est elle qui fait la voix, son agente, là, dans le fond. OK. Fait que, tu sais, là, je dirais pas de spoiler, mais en tout cas, c'est elle qui fait la voix. Mais, tu sais, comme tu sais, moi, je l'ai vu en français, là, fait que, tu sais, la doublure, je reconnais Sandra Bullock, mais tu sais pas si c'est vraiment elle. Là, bon. C'est qui fait sa doublure? Hein? Je sais pas c'est qui, mais c'est une voix qu'on reconnaît à Sandra Bullock. On va aller voir. Ça me j'ai déjà vu aussi faire Julia Roberts, mais c'est pas la voix de Julia Roberts. C'est la voix de Sandra Bullock. Fait que, ouais. Bullet Train, quand même pas pire comme film. C'est Hélène Mondou. Je sais pas c'est qui. Ah! C'est Hélène! Qui c'est ça? Ok, cool.
Fait que, ouais, moi, je te le conseillerais parce que je pense que t'aimerais ça. Puis c'est un film à voir sur grand écran? Pardon? C'est un film à voir sur grand écran ou genre sur la télé, c'est correct? Ben, je pense sur grand écran, t'es plus dans le mood, justement, de rentrer dans l'action, tu sais. Puis les scènes où le train, tu sais, des fois, il se retrouve sur le toit du train, tu sais, fait que c'est... je trouve ça le fun. Mais c'est sûr que c'est un film aussi que tu peux voir à la TV, tu sais. C'est un peu le même concept que John Wick, tu sais, dans le sens que John Wick, tu sais, c'est le fun au grand écran, t'es dedans, tu te quittes, mais tu sais, ça s'écoute bien à la TV aussi, le vendredi soir, à film de gars. Mais non, mais j'ai bien aimé. Tu sais, il n'y a pas tant de CGI. Ben, il y en a pour le train, tu sais, qui va vite, mais tu sais, les scènes d'action plus fantastiques, si tu veux, ça vient rechercher plus les animes. Tu sais, il y a une bonne. Il y a une bonne. Comment on dit ça? Reconnaissance là, des trucs japonais, tu sais, des œuvres japonaises. Ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, les animes, les arts martiaux, toute l'équipe. Là. Fait que ça, j'ai bien aimé, c'était le fun. Ah, mais ça a l'air sympathique. Là. Ah, c'est très sympathique, ouais. Mais je trouve, c'est sûr que Brad Pitt, oui, c'est la tête d'affiche, mais il y a tellement de personnages aussi autour que il devient un peu. C'est sûr que c'est le personnage principal, mais on le voit pas autant que les autres. Là, dans le sens qu'on les voit tous du même temps. T'sais. Mais toutes les scènes dans lesquelles il est, c'est le fun parce que c'est un Brad Pitt il joue un Brad Pitt qu'on n'a pas l'habitude de voir. Justement, dans Lost City of D, là, avec Sandra Bullock et Channing Tatum, tu as Brad Pitt qui jouait un ancien marine, là, sauveteur, comme qui arrive. Puis, il était drôle dans ce film-là. Puis, c'est ça, je te disais, comme dans les dernières années, il essaie on dirait, de faire des films un peu plus relâchés, puis il se prend moins au sérieux, dans ses rôles. Fait que ça, c'est sûr que ça fait différent, mais c'est le fun à regarder aussi, là, c'est le fun à voir. C'est quoi qui s'en vient de Brad Pitt? C'est-tu le film de Damien Chazelle là, qui sort sur une... Ouais. Je sais pas quand. Ben, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais il est censé jouer dans le film le prochain film, le Babylone. Là. Babylone, ouais. Ah, ils disent 2022, mais il n'y a pas de date encore. OK. Parce que je sais aussi, il y avait des... Ben, je sais pas si c'est confirmé, mais il y avait des rumeurs comme quoi il y a le prochain film de Joseph... celui qui avait Top Gun Maverick. Là. Kosinski. Son prochain film, ça va être un film de Formule 1, puis ça a l'air Brad Pitt va jouer dedans aussi. OK. Fait qu'il y a quand même deux prochains films. Damien Chazelle, on ne sait pas si ça va être un film dramatique ou... C'est sûr, l'histoire de Babylone, c'est pas heureux. Mais... Ah, c'est ça, l'histoire, c'est la transition du cinéma muet vers le cinéma parlant pour un acteur, je pense, mais... Ah, OK, bon, OK. Je sais pas. Mais tu vois, c'est pas l'histoire de Babylone parce que Brad Pitt a déjà fait un film sur l'histoire de Babylone. Ouais, non, je pense pas que c'est ça. Il y avait Kate Blanchett aussi là, dans ce film-là, il me semble. Ouais, pendant qu'il faisait aussi le film d'Inarritu, là, Babel. Oui, ouais, okay. C'est ça. Ouais. C'est Puis, que, c'est 25 décembre, ils disent, en salle. cette année? Ouais, 2022. Ben là, on n'a pas d'annonce, on n'a rien. C'est ça, je sais pas. Voyons donc. Mais j'imagine qu'ils font ça pour les Oscars, fait que je sais pas. Avatar 2. Avatar 2. Ben, ça va se combattre à ça dans le temps des fêtes, là. Ben, c'est pas un combat, là. Tu peux pas, ben, tu peux pas compétitionner Avatar 2. Ah, mais ça va quand même combattre, ouais. là, se combattre. Avatar sort, je pense, le 15 décembre, quelque chose comme ça. Ça va être écœurant pour les fêtes, Ben. Ça va être écœurant. À suivre, à suivre. T'es-tu excité de voir Avatar 2? Non, mais je t'avoue que ça a l'air vraiment impressionnant visuellement. Fait que je suis intrigué un peu, tu sais. Mais c'est pas un film que j'attends tant que ça. Je m'en fous un peu, là, mais. Ben, on dirait, ben, tu sais, pour être honnête avec toi, Ben, peux-tu être honnête? Vas-y. J'ai pas d'émotion non plus pour ce film-là. Tu sais, dans le sens que on dirait que ça fait trop longtemps, puis je l'attends pas. Tu sais. C'est pas comme un classique, admettons, de Top Gun, que là, ils font une suite 40 ans après. Là, t'es comme fuck. OK, j'ai hâte de voir ça, tu sais. Là, c'est comme ça fait longtemps, mais on dirait en même temps, on n'a comme pas d'idée non plus de la suite, dans le sens qu'on le sait que là, ils vont avoir une famille, puis là, ils vont vouloir
protéger leur famille contre... j'imagine les humains vont encore être les ennemis, là, mais dans le sens que le premier film était superbe, puis on dirait que ça n'avait pas besoin d'une suite. T'sais. Mais j'ai confiance en James Cameron. C'est un grand réalisateur, je trouve, puis regarde, il fait ce qu'il peut. J'adore l'eau. Way of Water. Bon, ça peut juste être surprenant, je pense. Ça peut juste être surprenant. Hey, c'est sûr que ça va être surprenant. Okay. Mais je me demande juste combien de temps ça va durer, tu sais. 4h30. Ben, le premier film durait quasiment 3 heures, 2h45. Puis James Cameron, il chialait, il disait là, les gens qui chialent à cause du film, il est trop long, mais ils iront au shot, là, on s'en fout. Ouais, ils n'ont pas sorti de durée encore. Fait que... OK, bon. On verra. On attendra. En tout cas. Mais Bullet Train a un bon 2 heures, là. Un bon 2 heures de scène d'action, fait que ça vaut la peine. Je vous le conseille. Ça doit être sympathique, ça. J'ai hâte de voir ça. C'est très sympathique. Ben, c'est une grande Netflix. sortie de l'été, tu sais. L'été est quasiment déjà fini. Hey, ça passe vite, hein? Puis, c'est vrai. c'est une grande sortie de l'été, puis, tu sais, pour vrai, là, c'est comme la seule grande sortie, on dirait, qui n'est pas une suite ou, tu sais, un reboot ou, tu sais. Fait que c'est quand même rafraîchissant, tu sais, c'est le fun, puis... ben, juste de même, là. Tu sais, Nope, là. Ouais. Je pense à sa première fin de semaine, il a fait 41 millions. Ouais. C'est le film qui a fait le plus d'argent dans les dernières années qui n'est pas une suite. C'est bizarre, là. Ouais. Non, c'est ça que je t'ai dit. C'est dans le monde dans lequel on vit. Tout le monde fait des suites. Tout le monde veut des suites. C'est dommage. Yeah. On fait ce qu'on peut. T'sais. Ouais. Au moins, Halloween vient à terme. Halloween Hen. En octobre. Ils vont trouver le moyen de faire d'autres choses aussi après. Ah, c'est clair. C'est clair. Tu veux aller avec un film? On va aller avec notre... OK, 10 minutes. Avec notre bloc... J'ai regardé Kill Bill. Ah! On compte ça pour un film ou 2 films, je ne sais pas. Moi, je compte ça pour un film de 4 heures, je pense. Ouais, moi tout. Parce que de toute façon, tu peux pas regarder le premier sans regarder le deuxième, tu sais. Ben, c'est ça. Puis en même temps, c'est quand même 2 films distincts dans leur style, pareil, oui, même si ça reste un film pareil. Tu sais. Parce ben, que, mettons... le 2, si je me rappelle bien, on dirait le 2, c'est quasiment plus un prologue à l'histoire du premier, tu comprends? Ouais, parce que tu apprends un peu pour qu'est-ce qui s'est passé dans le premier avant ça, ouais. Tu vois comment elle s'est entraînée aussi, tu sais. Ça, c'est le fun, tu sais. Ben, tu sais, j'aime vraiment ça, Kill Bill, j'aime vraiment ça, mais j'ai comme des réserves, plus que je le vois, plus que j'ai des réserves, parce que, mettons, le 2, là, je l'aime un peu moins que le premier. Ah oui, oui. Puis c'est un film de Sergio Leone, là. C'est exactement un film de Sergio Leone, mais avec comme le style Tarantino, mais la musique, c'est la même, les plans sont pareils, c'est la même fucking affaire, c'est les mêmes histoires, tu sais. Fait que je suis comme, OK, c'est bon de Sergio Leone, mais je pourrais regarder de Sergio Leone aussi, tu sais. Ah oui. Mais j'ai encore du plaisir à regarder Kill Bill, parce que l'histoire est bonne, les personnages sont fun, les combats sont bons. Ben moi, tu vois, le volume 2, je l'ai toujours moins aimé que le premier, c'est sûr. T'as moins de surprises, on dirait, dans le film, tu sais. Tu sais, dans le premier, là, dès que ça se battait, tu avais des surprises là, à savoir qui va survivre et comment c'est fait. Tandis que le 2, il y a moins de surprises. L'histoire est un peu plus longue parce que, justement, tu apprends plus de l'histoire d'avant, tu sais, comment que... Puis la fin, je la trouvais un peu décevante, tu sais, comment ça s'est fini. Tu sais, je m'attendais à une grosse bataille, tu sais, avec Bill, justement, puis finalement, tu sais, ça finit un peu plate, là, dans le sens que, tu sais, c'est... Ben, c'est comme cérébral. C'est ça, c'est comme trop cérébral comme ça. Ouais, c'est ça. Quand tu compares à la fin du premier. Mais tu sais, le premier, je trouve qu'il est plus esthétique dans tout le domaine, partout. Ouais. Puis en même temps, Tarantino, oui, on le connaissait pour Pulp Fiction, pour Reservoir Dogs, mais même Jackie Brown, c'était moins dans sa palette, là, dans le sens que c'était moins sanglant que tous ses autres films. Mais le premier Kill Bill, ça finissait aussi que il a fait sa marque, là, dans le sens que ça, c'est vraiment le style de Tarantino. Puis ses prochains films témoignent de ça aussi, là, dans le sens que à part peut-être, bon, Once Upon a Time in Hollywood, oui, c'est sanglant à la fin, mais c'est quand même un film de 2 ans et demi que il n'y a pas tant de sang là, tout le long du film, sauf à la fin. Mais par rapport à Jackie Brown,
ses prochains films après Kill Bill, sont pas mal tous sanglants. C'est le style aussi qui nous a fait connaître et aimer Tarantino. Fait que, Ouais, qui est devenu un peu ce qui allait devenir à travers Kill Bill, ouais. Ouais, les gens voient un film gore, plein de sang, ils disent « Ouais, c'est-tu du Tarantino, ça? » Puis là, moi, je suis comme « Ben non. T'as jamais vu Tarantino, là? » Mais ouais. J'ai porté une attention particulière au son cette fois-ci. Mettons, dans le premier, surtout, quand toute la scène des combats à la fin avec les Crazy 88, mettons. Là. Ouais. Puis le combat avec Gogo, où est-ce qu'elle joue avec son, tu sais, l'agent de boule en pique. Là. Ouais. Comme, oh, le son est tellement travaillé, tellement fou, puis ça t'immerse un peu dans cette scène-là. Puis c'est la première fois que je porte attention à ça, puis je suis comme, oh, wow, c'est vraiment bien travaillé. Là. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est le fun. Ben, les sons dans un film, c'est important, tu sais. Très important, je pense. Je pense qu'on porte pas assez attention à ça, puis c'est comme trop subtil, mais quand tu regardes vraiment ou tu écoutes vraiment bien les sons, tu fais comme, oh shit. Ah ouais. Il y a un méchant travail de fou qui est fait là. Surtout quand c'est pas des sons CGI, tu sais. Des fois, là, tu le sais que okay, c'est un son en background qu'ils ont mis dans le montage, puis dans le salle, pour que ça sonne mieux, tu sais. Ouais. Mais quand c'est vraiment un son pris avec le mouchard, puis comme, ou un zoom, puis t'es vraiment comme dans l'action, dans la scène, ça, c'est les meilleurs sons que tu peux avoir, tu sais. Ouais. Parce qu'un son background, c'est vraiment détestable, c'est dégueulasse. Puis là, je voulais aller sur 2 sujets. Ouais, vas-y, parle-moi. Premier sujet, Kill Bill 3. Ça s'en vient-tu ou pas? Ben, je l'espère. Je pense qu'il y a de quoi à faire là-dedans. Puis, est-ce que, moi, j'avais souvent vu, des fois sur Facebook, des fanpages, que les gens, ils chialent, ils crient « Ah, oh, tabarnak, sont où mes... » Ils disent pas ça parce que c'est pas des Québécois, là, mais, ils chialent que c'est trop long, puis là, ou bien il y en a qui disent « Ah, ça n'aurait pas de sens, pourquoi en faire un 3, puis tout. » Mais l'idée principale de Tarantino, je pense, c'était d'inclure la fille, j'oublie son nom, mais la fille de la première à mourir là, dans Kill Bill 1. Là, ouais, Vivica Green, je sais pas trop quoi. C'est ça, Vivica Green. Fait que l'idée, ça serait que sa fille noire, elle veut se venger de la mariée. Ouais, puis là, il y aurait comme toute une histoire aussi avec la fille de la mariée. Ouais. Ça serait qui la fille de la mariée? Ben, j'imagine qu'il prendrait la vraie fille de Uma Thurman. Ça serait Maya, ouais, c'est ça. Ouais. Ethan Hawke. Qui joue dans Stranger Things. Ouais. L'aimes-tu? C'est ça. Ah, cool, Robin. Ouais, Robin. Mais c'est ça. Fait que moi, je me dis, ça serait le fun un Kill Bill 3. Ouais. Sauf que ça serait le fun. S'il dit qu'il arrête après 10 films, tu peux pas arrêter ta carrière sur Kill Bill 3. Tu peux pas. Ouais, tu serais déçu, hein? Fais-moi quelque chose d'autre. Mais je pense que s'il fait Kill Bill 3, justement, ça veut dire qu'il fera pas juste 10 films, qu'il ferait autre chose après. Ce qui était une bonne nouvelle. Oui, parce que peut-être aussi dans sa tête qu'il verrait ça comme juste un prolongement de Kill Bill, dans le sens que ça reste un film, mais de 6 heures, hein, mettons. Ah, puis rendu là, Kill Bill, pour lui, c'est-tu 2 films ou c'est un film? Ça veut dire qu'il serait rendu à 8 à la place de 9 dans ce cas-là. C'est sûr. Ouais. C'est touché, là. Ouais. Parce que... Ben, c'est ça. Mais, ouais. Parce qu'il parlait aussi de faire un Star Trek, là, à un moment donné, tu te dis, OK, il va-tu faire un Star Trek ou... Toi, t'aimerais-tu ça qu'il fasse un Star Trek? Ben, pourquoi pas? Mais tout ce qu'il va faire, je vais embarquer, là, tu sais. C'est clair. Mais ça serait vraiment mystérieux, tu sais, qu'il fasse un Star Trek, dans le sens que... Tu sais, il y a quand même... Ben, c'est sûr que, tu sais, il a fait des westerns, puis sûrement que personne pensait qu'il allait faire des westerns un jour, tu sais. Parce que ces films, ils ont tous un peu une différence, dans le sens que, tu sais, il a commencé un peu style gangster, tu sais, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, c'était plus niveau gangster. Après ça, il est allé quand même avec du japonais, avec Kill Bill. Là, il s'est dirigé plus vers le western. Dans ces 3 derniers, c'était plus Django, Hateful Hate, puis Once Upon a Time in Hollywood. Ben, Kill Bill, là, c'est un western. C'est un western pur et dur. Ben oui, ben oui, non, c'est ça. Mais il a mélangé ça avec ouais, c'est ça. Le style japonais, c'est le fun, tu sais. Ouais. Fait que la science-fiction, ça pourrait être intéressant. Ben moi, ça arrivera jamais qu'il se fasse bouffer par la machine, parce que c'est Tarantino, mais c'est ça que j'ai peur, qu'il perde son style à travers comme une plus grosse idée que lui, mettons. Ah ouais. Ben, tu sais, il parle de faire un Star Trek, mais tu sais, ça va peut-être pas s'appeler Star Trek, dans le sens que, tu sais, il peut bien faire un film de science-fiction,
qui ressemble à toutes les Star Wars, Star Trek de ce monde. Mais ça ne s'appellera pas Star Trek. Je suis pas mal sûr que le nom de Star Trek ne voudrait pas se retrouver dans une production de Quentin Tarantino. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment qu'il ne voudrait pas se faire associer à ça. Mais moi, je me dis que ça pourrait être quand même intéressant qu'il fasse un sci-fi. Là, ça pourrait être le fun. Ouais. Parce que c'est pas Disney qui va nous donner un Star Wars à la Tarantino. Là, dans le sens que c'est quoi les chances qu'on voit un sci-fi dans l'espace avec justement l'esprit créateur puis déjanté d'un Tarantino. Il n'y a pas gros de chance là, qu'on voit ça. D'ailleurs, parlant de science-fiction et Tarantino, ouais? Tarantino, c'est parti un podcast. Aïe aïe! Ça fait une couple de semaines. Puis j'ai commencé l'épisode 1 hier. Puis le concept, ça s'appelle Video Archive. Tu sais, Video Archive, c'est quoi? Ouais. C'est le magasin qui travaillait quand il était jeune, comme de club vidéo. Puis dans le fond, quand le magasin a fermé, il a acheté toute la collection de VHS. Fait qu'il prend comme 3 films dans la collection de VHS de Video Archives, puis il en parle avec un gars. T'sais. Fait que là, l'épisode 1, il parle de Dark Star de John Carpenter. Ah, c'est hot. C'est fucking fascinant. C'est un fucking génie. C'est vrai, tu m'avais envoyé le lien, je peux encore aller voir. Écouter ce gars-là parler de cinéma, c'est un bijou. Ouais. C'est génial. Fait que... Aïe, aïe. Là, ça va couper bientôt. Mais avec quel gars il fait ça? C'est un ami proche? Roger Avary, je pense. Mais je pense que c'est un gars qui travaille avec lui au Video Archives. OK. Je pense, ouais. C'est écœurant. C'est ça, Roger Avary? Roger Avary. C'est ça, Roger Avary. Aïe, aïe. Fait que... c'est le fun. En plus, en VHS, t'as tous les meilleurs films, tu sais. Oui, puis souvent, il parle aussi de son souvenir quand il travaillait là, où est-ce qu'il était placé, la cassette, puis tout. Puis c'est vraiment... C'est fascinant. Ouais. Ça intéresse les gens, là. Écoutez-nous encore, mais écoutez ça aussi. On ne pourra jamais battre Tarantino. Écoutez-nous en même temps parler de Quentin Tarantino. C'est ça. On ne pourra jamais battre Tarantino, c'est ça l'affaire. Mais toi, t'as écouté le premier épisode au complet? Ouais, j'ai pas fini encore parce que j'étais fatigué. Okay. Ça dure combien de temps environ? 1h30, 2 heures. Ah, ok. Ben, c'est pas super. Ça va être naturel, ça. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est excellent. OK. Ah ben, c'est très intéressant. Fait que là, ensuite, mon deuxième sujet, je vais parler par rapport à Tarantino avec toi. Ouais. C'est que... Parce que moi, là, juste répondre au premier clairement, là, ton premier sujet. Moi, pour moi, c'est un oui, tu sais, c'est un go. Kill Bill 3, c'est oui. Mais en même temps, le titre, est-ce que ça fonctionne, tu sais? Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que ça peut être totalement un nouveau film qui n'est pas appelé Kill Bill Volume 3, puis que, tu sais, oui, ça reprend les thèmes de Kill Bill, mais c'est une autre histoire complètement, là. À moins qu'ils reviennent par flashback dans cette histoire-là, qu'il y aurait un lien, mais en tout cas. Ouais, il faudrait qu'il y ait un lien. Mais il faut y faire confiance, parce que tout ce qu'il va faire, ça va être du génie. Fait que c'est que ben oui. C'est sûr. C'est sûr. À suivre. Ben, s'il nous écoute, on peut peut-être y lancer des pistes, puis des... Ben, moi, je serais curieux par rapport à Tarantino, c'est que, tu sais, il est tellement cinéphile, puis il connaît tellement le cinéma que je sais pas s'il connaît le cinéma québécois ou pas. Ben, j'imagine que oui. Je serais curieux d'en jaser, savoir tu connais tout ça, puis qu'est-ce que t'en penses? Ben, écris-y. Je sais pas si c'est faisable, mais ça serait le fun. envoie un pigeon voyageur, Benz. Ben, je suis pas mal sûr qu'il connaît le cinéma québécois, là, surtout par rapport en ce moment à Denis Villeneuve qui fait Dune. Ah oui, c'est clair. Je serais curieux de savoir, y a-t-il aimé Dune, tu sais? Ah, pourquoi pas? Ce serait intéressant. Bref. J'imagine qu'il aimait ça parce que c'est excellent. Il écoutera du Stéphane Lafleur. Ça va être écœurant, ça, j'ai hâte. Ben, en tout cas, deuxième sujet, c'est ça. Toi, c'est quoi ton... Ben, veux-tu que je commence avec mon rapport à moi de Tarantino? Toi, c'est quoi ton rapport de Tarantino, mettons, au fil des années, comment ça a évolué ou comment tu te sens par rapport à Tarantino? Comme ben, écoute, moi, j'ai commencé quand même jeune. Le premier film que j'ai vu de lui, c'est Kill Bill. Volume 1. On l'avait loué avec mon père. Je devais avoir 10 ans, là. Puis c'était écœurant. J'avais vraiment aimé ça. C'est sûr que par rapport au sang, à cette époque-là, j'étais encore jeune. Fait que ça me faisait un peu peur, mais j'aimais ça, son style. Fait que par après, ben, c'est sûr, là,
j'ai grandi aussi avec Pulp Fiction, puis sûrement que je l'ai vu plus jeune, là, Pulp Fiction, parce que Pulp Fiction est sorti quand je suis né, fait que je l'ai sûrement déjà vu plus jeune à la TV ou à quelque part, puis là, mais j'ai pris conscience plus après avoir vu Kill Bill, puis après avoir connu justement le nom de Tarantino, toute l'équipe. Fait que non, c'est ce que j'ai avec Tarantino, on dirait c'est inexplicable dans le sens que moi, je vais adorer tous ses films, tout son discours, ses dialogues à travers ses films, mais la plupart des gens autour de moi, ils n'aiment pas ça dans le sens qu'ils vont aimer les scènes d'action, mais ils ne comprendront pas vraiment le film tant que tel, là, dans le sens que je suis allé voir Hateful Eight seul parce que les gens à qui j'ai demandé, ouais, viens-tu voir ce film-là? C'est Tarantino. Oh, ouais, non, j'aime pas ça. OK, ben, écoute, je respecte leur choix de ne pas aimer Tarantino. Puis, je pense pas que c'est des films pour tout le monde non plus. Dans le sens que je suis pas en train de dire que c'est des films juste pour des grands cinéphiles qui comprennent ça. Là. Mais c'est sûr que son amour du cinéma se reflète là, dans tous ses films. Puis, il faut quand même que tu adores ça puis tu comprennes aussi les insides. Là. Mais tu sais, justement, je pense que Tarantino, c'est du cinéma d'auteur, mais qui est une belle porte d'entrée vers le cinéma d'auteur. Oui. Peut-être que les gens, ça les effraie, le cinéma d'auteur aussi. Ben oui, probablement. Là. Ouais. Mais tu sais, Once Upon a Time in Hollywood, il y avait tout pour attirer justement les naïfs, entre guillemets, de ce monde là, du cinéma, dans le sens que c'est un film de OK, Tarantino, ouais, j'ai déjà entendu ce nom-là. Il y a Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Tabarouette, je vais aller voir ça. Des Christy de bons acteurs. Dans l'annonce, on voit Al Pacino. Aïe, aïe, OK, je vais aller voir ça. Hey, il y a des films d'action dans ce film-là, on le voit dans l'annonce. Fait que, tu sais, ça attire toute la gamme, justement, des naïfs d'Hollywood vers ce genre de film-là, mais il faut que tu connaisses Tarantino. Tu vas pas voir ce film-là en te disant ouais, c'est un film d'action ou c'est un film drôle. On va voir Margot Robbie nue, tu sais. Non, tu sais, c'est du Tarantino, là. C'est plus un film, gentleman, tu sais. Ben, tu sais, c'est justement, Once Upon a Time, pour moi, c'est peut-être son moins accessible avec Death Proof pour le public en général. Tu sais, c'est deux films qui sont comme un peu des ovnis. Oui, ben c'est ça. Ils sont accessibles dans la mesure où que les gens vont être attirés pour aller voir. Mais ils vont pas nécessairement l'aimer. Ouais. Ils vont pas nécessairement comprendre le film. Là. Death Proof, je trouve c'est son film le plus sous-estimé dans le sens que c'est celui dont on n'entend jamais parler. Les gens ne savent pas. C'est sûr, il est sorti aussi en programme double avec Robert Rodriguez. Un autre ovni un peu d'Hollywood, dans le sens que oui, OK, c'est le gars qui a fait Spy Kid, mais il a fait d'autres choses. T'sais. Mais c'est deux grands réalisateurs qui ont leur propre style, puis c'est pas non plus des styles qui plaisent à Hollywood, je pense. Là. Dans le sens que ils ont l'air d'avoir de la misère quand même à trouver la production pour leurs films, puis toute la gamme d'Hollywood là, autour. Ben, c'est un peu des héritiers de John Carpenter, dans le fond. Oui. À plus grand déploiement. Mais... Oui. Ou je parlais plus pour Rodriguez, mettons, qui est peut-être plus petit budget là, que Tarantino. Là, mais... Oui. Mais il travaille souvent aussi, je pense, sur son compte personnel. Là, Troublemakers, c'est son studio, puis tous ses films sont par rapport à ça. Là. C'est quoi le studio de Tarantino? Y a-tu une maison de production? Ben, tu sais, A Band Apart, là. Mais je sais pas si la production, c'est quoi. Je sais pas ce qu'il fait avec ça. Là, mais... Ouais. Il y a comme le truc de Reservoir Dogs, là, quand ça apparaît, là, il me semble. Mais tu sais, A Band Apart, ça vient de Bande à part de Jean-Luc Godard. C'est un hommage. Oui. Mais l'image, tu sais, avant le film, là, avant ces films, il y a comme une image en lien avec Reservoir Dogs, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a le nom là, de ça. Ça se peut. Okay. Mais en tout cas, c'est ça. Pour répondre à ta question, le rapport que j'ai avec lui, ça remonte à longtemps. Ça remonte à l'âge que, justement, je devenais mûr pour comprendre ces films, dans le sens que un jeune de 8 ans, il peut bien aimer ça parce que il y a du sang, il y a des combats, c'est le fun. Mais il ne comprendra pas le film, là, dans le sens que Pulp Fiction, moi, c'est mon bijou, Tarantino, c'est mon préféré, puis je pense que ça va rester mon préféré. Même s'il fait des nouveaux films super bons, je pense qu'il n'y a rien qui va surpasser Pulp Fiction, mais c'est peut-être aussi moi, je suis très nostalgique aussi dans
la première fois que je vois un film, je m'accroche vraiment à cette première fois-là, puis aux souvenirs que j'ai aussi. Puis Pulp Fiction, c'est un souvenir que j'ai que ça m'avait vraiment comme accroché, là, solide. J'avais vraiment aimé ça. C'était écœurant. Fait que, ouais, c'était écœurant. Ben, c'est sûr, mon meilleur film de tous les temps, c'est Pirates des Caraïbes, mais ça, c'est une autre histoire, là. Ben, c'est un autre aspect nostalgique aussi, j'imagine. Ben, c'est ça. Tout est nostalgie dans la vie. On crée des souvenirs par notre mémoire nostalgique. Je suis pas devenu poète, Ben, mais... Mais ouais, Tarantino, c'est ça. Fait que j'ai vu, justement, il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé Django déchaîné, tu sais. Puis c'est bon. Mais c'est sûr que c'est moins impressionnant que quand je l'ai vu au cinéma, mettons, pour la première fois. Je ne le catégoriserais pas comme dans ces 3 premiers meilleurs films. C'est vrai, moi aussi, dans mon souvenir, quand je l'ai vu, je tripais bien raide, puis c'était comme un de mes préférés. Ouais. Puis je pense qu'en le revoyant aujourd'hui, ça serait peut-être dans mes moins préférés de Tarantino. Ouais. Parce que l'histoire est super bonne, mais tu sens que c'est aussi un remake. Tu sens que c'est une histoire déjà écrite, que il a mis sa touche personnelle, ça c'est le fun. T'sais. Mais admettons Inglourious Basterds, comparé à Inglourious Basterds, moi, la première fois que j'ai vu Inglourious Basterds, c'est sûr que je l'ai trouvé un peu long. Par rapport au dialogue, mais aujourd'hui, je le classerais dans ces 3 meilleurs. Parce qu'on dirait que je le comprends plus, on dirait que j'ai plus de. Je sais pas, j'ai plus d'affinité avec lui. Là. Je peux faire le lien par rapport à ça parce que. Ah, vas-y, parle. Mettons, moi, mon rapport à Tarantino, c'est. Mettons, fut un temps que je ne jurais que par Tarantino, puis c'était un dieu pour moi, puis comme. Mon film préféré, c'était Inglourious Basterds. Je pense comme tout bon étudiant au cégep, c'est un peu ça. Quand tu rentres au cégep, c'est pas mal ça. En même temps, Inglourious Basterds, là, on était jeunes quand même quand c'est sorti. Là. Moi, j'avais 14, je pense. 2009? Ouais. 2008, 2009, je me souviens pas. Ouais, 2009, je pense. 14 ans, tout avec 15. On était jeunes, là. Quand tu y penses. Puis je pense, c'est ça, je l'ai vu comme peu de temps après, justement, avoir vraiment comme aimé Pulp Fiction, puis connu son œuvre, là, tu sais. Fait que... Mais c'est tout l'aspect historique qui joue dans l'histoire qui est intéressant, que je trouve. Là. Ben, tout l'aspect cinéma aussi est incroyable. Là, mais... Ben oui, mais tu sais, à cet âge-là, à 15 ans, tu n'es pas encore mûr pour connaître justement tous les petits lapins blancs du film. Ouais. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est intéressant. Mais pour poursuivre, c'était comme un dieu pour moi, Tarantino, puis c'était de shit. Ouais. Puis on dirait que plus que j'avance, plus que j'ai comme désenchanté de Tarantino. Puis c'est pas que j'aime encore ses films, j'aime ses films, mais mettons, tu me demandes c'est quoi mon top 10 de mes films préférés, il n'y a aucun Tarantino là-dedans. Ouais. Si tu me demandes mon top 5 des meilleurs réalisateurs, Tarantino n'est pas là. À l'époque, il a été numéro 1, il a comme 7 ans. Là, ouais. Ben, c'est sûr que tu plonges de plus en plus dans justement le grand tort d'Hollywood, le grand tort du cinéma international. Puis c'est sûr qu'il est effacé par ces grands hommes-là d'avant lui. Parce qu'à un moment donné, si tu t'en reviens de ce qu'il fait, c'est comme la pastiche là, qui est fucking nice, puis c'est des beaux clins d'œil, sauf qu'à un moment donné, t'en reviens, puis des fois, il y a un petit manque d'émotion dans ces films, peut-être, que c'est un peu froid. Là. Ben, que ça enlève pas que je tripe Tarantino, pareil, c'est bon. Là. Oui, c'est bon. Mais comme tu dis, je pense que c'est peut-être le fait, justement, que plus tu creuses dans le passé du cinéma, puis plus tu vas voir que tout ce qu'il fait, lui, c'est une mention j'aime au cinéma, dans le sens que c'est juste de mettre en film son amour pour le cinéma qu'il a. Puis, oui, il y a sa technique, il y a ses effets, ses artifices, mais ça reste que, justement, il va reprendre des codes qui sont déjà existants. Fait que, il n'invente pas il n'a pas réinventé la roulette, là, Puis ça revient aussi à ce que je disais de Kill Bill 2 tantôt, c'est que c'est un film de Sergio Leone, puis si je veux regarder du Sergio Leone, je vais en regarder. C'est un peu ça, tu sais. Mais quand même, c'est plaisant à regarder, comme tu dis, c'est mis au goût du jour, là, aussi, tu sais. Oui, vraiment, oui. Fait qu'il reprend des codes, il reprend des vieux films, mais il les met quand même au goût du jour, tu sais. À sa façon, c'est sûr, là. Puis je pense que c'est pour cette raison-là aussi que Once Upon a Time, c'est peut-être mon film préféré de Tarantino parce que
tu sens que c'est peut-être plus personnel dans l'histoire, c'est plus comme lui qui parle de son amour du Ouais. cinéma, au lieu de reprendre plein de... J'imagine qu'il reprend des codes de l'autre film, là, mais c'est pas juste faire une pastiche d'autre chose. C'est vraiment, il parle avec son cœur, je trouve. Ouais. Ben, tu sais, c'est. Once Upon a Time, c'est vraiment un amour aussi pour honorer le western spaghetti aussi, tu sais, puis toute question autour du western en général, tu sais, dans les années 60. Là. Ça. Sergio Corbucci. Oui! Sergio Macaroni. Antonio Margaretti. Ben, tu savais que, tu sais, le Brad Pitt dans Inglourious Bastard, ouais. quand il s'en va au cinéma à la fin, là, ouais. le nom qu'il donne pour rentrer dans la salle, c'est Antonio Margaretti. Oui, Il vient dans ce film, c'est un vrai cinéaste. C'est un technicien, je ne me rappelle plus. Mais... Fait que c'est ça, Tarantino. Hein. Avec sa moustache. C'est ça. Mais admettons tu aurais un acteur que tu voudrais voir là, dans son prochain film, ça serait lequel? Il peut avoir joué déjà dans ses autres films. Là. Ben, Sam Jackson. OK. c'est un duo inséparable, puis il faut que ça reste. Oui, ben ça. Écoute, il était pas dans Once Upon a Time, puis je pense que ça manquait un peu, tu sais. Ouais. Tu sais, dans Kill Bill, il est là, ben, pas longtemps, mais il est là. Ouais, il est là. Il est là quand même. Okay. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que parce qu'il était dans ces deux d'avant, Django et Hateful Eight, peut-être qu'il s'est dit je vais rester en retrait. Parce qu'il aurait clairement pu jouer là, un rôle dans Once Upon a Time. Ah oui, juste un petit caméo, quelque chose comme ça. Là. C'est ça. C'est pas comme, mettons, Glorious Bastards, que les gens noirs étaient moins présents dans ces environnements-là. Ouais. Mais ça reste que la vie est encore jeune. À suivre, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour lui. Puis, ouais! Il y a un podcast, fait que ça va être le fun à suivre. Ben oui, je vais aller checker ça. C'est intéressant quand même. Toi, t'as su ça comment? Ces réseaux sociaux, j'ai vu passer ça Ben, je suis des pages de scénarisation, ça fait comme ça. Ok, c'était par ça, j'ai vu passer ça, ouais. Okay. Puis il y a 3 épisodes, fait que c'est tout chaud, là. Ben, Christy. All right. Christy, ça se complète pour Kill Bill? Ça se complète pour Kill Bill. Ok, ben écoute, je vais pouvoir plonger dans un film qui est en lien avec tout ce qui est japonais et toute l'équipe. Là. Fait que ça me lie aussi Bullet Train un peu. Là. Je pense que c'est un film que Tarantino, il trippe dessus. Oui. Vrai, oui, ça, il en a déjà parlé aussi. Fait que j'ai regardé la première fois, je l'avais jamais vu, quand même un film 2000. Fait que ça date quand même, là, aujourd'hui, il y a 22 ans. Fait que c'est Battle Royale. Ou en japonais, c'est quoi? en japonais, bonne question. T'as joué à trouver. C'est un film de Kenji Fukasaku. Fait que le titre, t'as peu, je vais aller chercher le titre original. Attends, je l'ai. Ok, moi je le vois pas ici. Ah, Batoru Rowayaru. Royal Wazaru! ouais, écoute, c'est un film, c'est toute une expérience pour vrai. Ben moi je l'ai vu, moi j'ai le câble chez nous. Puis j'ai la chaîne Frisson TV. Souvent, parce que moi, je suis un amateur de films d'horreur, puis, ben, tu le sais sûrement, là, je parle pour tout le monde qui nous écoute. Puis, puis souvent, tu as des bons vieux classiques là, que j'ai pas chez moi, puis qui sont quand même pas trouvables. Tu sais, dans le sens que tout est trouvable aussi, là, à quelque part. Là. La plupart, tu peux les acheter sur YouTube, toute la kit. Mais c'est quand même facilement d'accès, puis souvent, il y a des bons vieux classiques d'horreur qui jouent, puis. La seule affaire, c'est doublé en français. Tu sais, fait que, ouais, vas-y, Ben, t'as une question? Ben, tu connais-tu la plateforme de streaming Tubi, qui est gratuit? Ah, c'est vrai, ouais? Ouais, mais ben, regarde. J'ai déjà entendu parler, je savais pas si c'était gratuit. Battle Royale dessus. Aïe, aïe! Gratuitement, ça se trouve, ça. Tubi? Tubi, T-U-B-I. OK. Ouais, j'ai déjà entendu ce nom-là. Ça se trouve dessus gratuitement. Mais... Aïe, aïe! Il y a des pubs, là, mais c'est gratuit. Ah, les pubs. C'est gratuit. Ben oui, mais Netflix, c'est que tu vas payer moins cher puis tu vas avoir des pubs. Ben oui, mais c'est gratuit. Ils te donnent des films gratis. Oui, ça vaut la peine. Mais Netflix, là, ouais. Ils disent pour payer moins cher, on va vous mettre des pubs. Si ça intéresse des gens, là, Tubi, Battle Royale est là-dessus. Ouais, Tubi, OK.
Ben, Battle Royale, je vous conseille, que ce soit gratuit ou 5$, là, ça vaut la peine. Pour vrai, ça vaut la peine parce que c'est toute qu'une expérience. Mais c'est ça ce que je disais, c'est que moi, je l'ai vu en français. Puis c'est sûr que c'est mieux qu'en japonais, parce que je parle pas japonais. Donc, c'est sûr que si tu as des sous-titres en japonais, ça peut être intéressant. Ça peut être le fun. T'sais, des films japonais ou des animes, moi, j'aime ça les écouter en original, puis avec des sous-titres. T'sais. Netflix, c'est le fun, faire ça. Tu as des sous-titres, tout le kit. Parce que je parle pas japonais, Ben. Je suis désolé, là, j'ai essayé, mais. Mais bref, ça s'écoute pareil bien. Là, même si c'est ça, le doublage était décalé un peu. Là. Comme tous les films japonais et français, c'est pas fameux. Mais c'est l'histoire en général, là, c'est une triste expérience parce que c'est sorti en 2000, hein? Puis là, on changeait de siècle. Fait que là, l'histoire, c'est un groupe d'étudiants, des secondaires, 15 ans, là, 14-15. Ils se font amener en autobus. C'est comme une classe là, complète. Ils se font amener sur une île. Ils se font comme endormir avec des petits gâteaux empoisonnés. Puis ils se réveillent sur une île dans une école. Puis là, il y a un de leurs anciens profs qui rentre. Mais il y a plein de gens armés là, qui rentrent, là, des soldats. Puis là, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe. Puis là, l'enseignant leur dit qu'ils vont devoir se battre jusqu'à la mort. Puis c'est comme la nouvelle réforme, si tu veux, du gouvernement pour le prochain siècle, d'avoir moins de jeunes turbulents dans les rues, là, comme ils veulent discipliner les gens, mais là, cette façon-là, c'est de mettre tous les jeunes cons, là, entre guillemets, sur une île, puis le meilleur va gagner, puis il va être libre, puis mais ça ont une trentaine de jeunes. Puis là, fait que là, c'est un peu un Hunger Games, si tu veux, sans la portion on est tous une famille, on s'aime. Puis là, fait que là, chaque jeune prend un sac avant de sortir de l'école. Puis là, pour leur montrer qu'ils sont sérieux, ils en tuent 2-3 là, devant les autres. Puis là, ils disent c'est sérieux, là, vous allez vous battre. Puis ils ont comme tout un collier après eux que s'ils veulent pas se battre ou s'ils essaient de s'enfuir, ben là, le collier explose puis ils meurent. Puis fait que déjà là, moi, c'est une histoire qui m'intrigue. Fait que là, je suis là, aïe, ok, cool. Puis tout le long du film, c'est vraiment cool. Là, c'est à la japonais, là, ils se battent parce qu'ils prennent un sac avant de sortir de la classe. Puis là, ils ont comme 10 minutes, si tu veux, pour partir. Puis à chaque heure, il me semble, si je me rappelle bien, là, à chaque heure, il y a un appel sur l'île. Puis là, ils disent le temps, parce qu'ils ont 24 heures. Si dans 24 heures, personne ne se tue ou il ne reste pas une personne, ben là, tout le monde crève. T'sais. Puis, puis là, à chaque heure, ils disent l'heure, puis ils disent le nombre de personnes qui restent. Puis, vraiment comme Hunger Games. T'sais. J'ai l'impression que la personne qui écrit Hunger Games, c'est un peu basé là-dessus. Parce que ça ressemble vraiment. Puis, sauf que c'est beaucoup plus gore, c'est beaucoup plus violent puis cruel. Là. C'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Mais c'est mon style de film aussi. Là. Puis, fait que dans chaque sac, ils ont une arme différente. Puis, tu sais, chacun a sa propre arme. Puis, tu sais, il y en a qui ont juste des jumelles. Fait que, tu sais, oui, ils peuvent les voir arriver de loin, mais ils peuvent rien faire avec. Là. D'autres ont des couteaux ou des armes. Tu sais, il y a une petite fille avec une grosse mitraillette. Fait que c'est vraiment drôle là, comment c'est fait. Là. Ça reprend vraiment beaucoup les thèmes des animes là, ou les mangas. Là. Fait que c'est le fun. C'est le style japonais aussi. Fait que si tu es vraiment intéressé déjà par tout ce qui est japonais, ben, tu vas triper sur ce film-là. Là. Mais ouais, j'ai vraiment pas été déçu. C'était vraiment toute une expérience. Ouais. C'est de la violence assez gore comme Kill Bill, mettons le combat final dans le premier. C'est pas. Je te dirais que c'est pas gore comme Kill Bill, parce que c'est quand même c'est le style de Tarantino là, que le sang explose. Puis c'est sûr, en 2000, c'est pas les effets spéciaux, fait que c'est des effets pratiques. Puis tu sens que le sang gicle, oui, mais c'est du faux sang, là, c'est super rouge vif. Là, puis, ça paraît moins bien fait qu'aujourd'hui, mettons, mais oui, c'est très violent. C'est de la violence gratuite, là, totalement. Mais en même temps, ça critique justement la violence d'une société, qu'aujourd'hui, même le gouvernement,
c'est ça, dans le fond, la critique du film, c'est que c'est le gouvernement qui vous dit de vous tuer, t'sais. Si vous voulez survivre, vous allez devoir vous tuer puis vous battre jusqu'à la mort, t'sais. Fait que c'est vraiment intéressant là, comme scénario, t'sais. Mais y a-t-il une lecture philosophique un peu par rapport à. Tu sais, tu disais qu'ils ont des armes, chacun des armes différentes, puis que des gens qui sont. C'est pas égal pour tout le monde. Y a-t-il une lecture de la société de même qui est intéressante à travers ça? Oui, on pourrait voir ça comme ça aussi, là, parce que celui qui tue l'autre peut prendre son arme aussi. Fait que si tu tues un gars riche, ben, tu peux prendre son argent. Tu comprends? Ouais, ça marche pas de même, là, mais. Non, je sais, ça marche pas. Hey, les sociopathes qui nous écoutent, là, ça marche pas de même. Faites pas ça. Non, mais dans le sens que, tu peux faire ça quand même, dans le sens que si tu tues quelqu'un, tu prends ses affaires, puis that's it. Mais il y en a qui font des équipes, mais là, à la fin, tu sais qu'ils ne peuvent pas être trois à survivre, là, fait que c'est un peu bizarre. Mais au début du film, quand il se réveille dans la classe, il y a 2 autres étudiants qui n'étaient pas là dans le bus, puis il y en a un, les deux, dans le fond, ressemblent vraiment comme un personnage d'anime. Il y en a un avec des gros cheveux, vraiment tout dans les airs, noir, rouge. Puis il y en a un autre avec des cheveux du côté, puis je trouvais vraiment que ça ressemblait au manga, là, qu'est-ce que tu lis, là. Puis, tout le monde est en habit d'école. Fait que, l'esthétique est quand même le fun. Ils sont sur une île déserte, mais ils ont toutes des chemises blanches, des petites cravates. Les filles toutes en jupe, puis les gars tout en pantalon. C'est vraiment comme style japonais qu'on verrait, là. Fait que, j'ai vraiment aimé ça. Mais, ces 2 nouveaux-là, ben, c'est comme d'anciens champions qui doivent continuer de se battre. Fait que, dans le fond, c'est comme une roue, là, tu peux gagner un jour, mais le lendemain, ben, tu te retrouves encore dans la même merde, là. Fait que, ouais, non. Je le conseille vraiment à tout le monde. Sur Tubi, c'est gratuit, allez-y. Si vous voulez voir des pubs de merde. C'est gratuit. C'est gratuit. Oui, je comprends. C'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans ce bon monde. C'est ça. Il n'y a rien de gratuit. Mais ouais, par rapport, c'est ça, par rapport à tout ce qui est philosophie, comme tu disais, là, une belle philosophie à aller chercher dans ce film-là. Surtout la fin. La fin est un peu abrupte, mais ça démontre bien la philosophie du film. Là. Excellent. Ça me donne je pense que je vais le regarder bientôt parce que regarde-le. Je ne l'ai jamais vu puis ça m'intéresse. Tubi, gratuit. C'est ça. En plus, c'est accessible. Ouais. OK. Veux-tu que j'aille avec mon grand chef-d'œuvre de la semaine? Tu peux y aller avec ton chef-d'œuvre de la semaine, Dan? C'est un film que tu as déjà vu, puisque j'ai vu sur Letterboxd, tu l'avais coté 2 étoiles et demie. Oh! Okay. J'étais un peu déçu de ta part, là. Ouais, ben ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Letterboxd. Peut-être que je l'ai fait vite fait, puis je me suis pas rendu compte. Là. Vas-y donc. Parce que maintenant, dans ma tête, j'ai tout mis 5 étoiles sur Letterboxd, mais... Non. C'est Blow Up de Michelangelo Antonioni. Oui, ben oui. Okay. T'as-tu aimé ça, moi, toi? Ben ouais, j'ai adoré ça, mais 2 étoiles et demie, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'ai aucun souvenir, mais ça fait vraiment... Tu sais, j'ai plus l'application, ça fait vraiment des années. Va pas voir mon profil, Ben. Il n'est pas à jour. Il est pas à jour. C'est des fois, tu vas voir, comme mettons, le film, puis tu vois comme tous tes amis, s'ils l'ont regardé, puis s'ils ont aimé ça ou pas. Es-tu ami avec Tarantino là-dessus? Non, mais je suis ami avec Pascal Plante. Ah, OK. Puis Eric Kaboulian, c'est hot. OK. Qu'est-ce que ça fait un job. Ben, Blow Up, qui est un film de 1966, qui est comme une genre de petite révolution dans le cinéma un peu. Ouais. Puis dans le fond, l'histoire générale, c'est un film sur l'ennui, sur un gars qui se cherche un peu, puis une crise existentielle. C'est un photographe à Londres que c'est un tas de marde. C'est vraiment un tas de marde. Il n'est pas gentil avec les gens, il y a des problèmes. Ouais. Puis à un moment donné, il va photographier une madame dans un parc. Puis comme dans le coin de son image, il semble comme trouver un monsieur qui a un fusil puis qui aurait tué quelqu'un. Puis là, il fait juste comme des blow-up, c'est ça, je pense, c'est que tu as grandi ton image. Oui. Dans ton tirage. Puis là, il est comme obsédé par ça, puis ça gagne sa vie. Puis c'est comme tout ce qui mène sa vie, c'est cette enquête-là pour essayer de trouver quelque chose. Comme si il fallait qu'il fasse quelque chose de plus dans sa vie pour pouvoir exister parce que tout ce qu'il fait, ça l'emmerde. Puis, il y a une vie de merde. Il n'y a pas de but, c'est ça, tu sais. Puis dans le fond, ça me rappelle beaucoup un peu de Graduate dans les thèmes. Oui. Puis je pense que c'est le contexte social qui mène à ça, où ce que
t'es dans une société où mettons, c'est axé sur la consommation, sur un certain mode de vie, puis là, t'as des jeunes qui se ramassent dans ça, puis ils trouvent pas Ouais. leur place un peu, là. Puis Ben, le c'est personnage, ouais, vas-y. tu te retrouves dans la roue qui est une vie monotone, là, tu sais, tout le temps C'est faire la ça. même chose chaque jour. Fait que des fois, c'est l'ennui, tu sais. C'est ça. Fait que comment te sortir de ça? Puis est-ce que tu peux te sortir de ça? Puis, tu sais, The Graduate, c'est la même affaire. Tu sais, c'est un gars Ouais. qui il sait pas ce qu'il fait, il cherche, puis à la fin, il fait un move de fou. Mais là, est-ce que c'était le bon move pour lui qu'il fait? Puis le beau plan comme Ouais. du regard qui s'affaisse, tu sais, c'est génial, là. Puis je pense que tu as un peu ça aussi. Dustin Hoffman. Ouais, Dustin, ben, The Graduate, là, là, sur Netflix, je pense. Là, ça n'a pas rapport à celui-là, c'est tellement bon. Là. Ben, C'est c'est sûr extraordinaire. qu'il l'a sur YouTube aussi, là. The Graduate, non, je pense pas. Mais il me semble qu'il est sur Netflix où il l'était. T'as fait un job. Regardez ça, ce moment-là. Mais c'est ça, Blow Up, la fin, c'est pas un film à spoil, fait qu'on parle de la fin parce que c'est une scène Oui. qui est vraiment importante dans l'histoire du cinéma. Tu me le rappelleras parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Ben, la fin, c'est la scène des mimes qui jouent au tennis. Là. T'en rappelles-tu de ça? Ah oui, ok, oui, On oui. l'avait vu dans la classe avec Benoît, je Oui. pense. Juste en passant, les Graduates, il est encore sur Netflix. J'ai vu. Là. Oh yes. Ben, regardez ça, ce moment-là, c'est un grand chef-d'œuvre. Rain Man. OK. Right, man. C'est ça, la fin de Blow Up. Dans le fond, Oui. c'est le personnage principal, David Hemming, je pense. Je ne sais plus c'est qui l'acteur, je ne me rappelle pas. David Puis, Hemming. puis là, il s'en va voir des mimes qui jouent au tennis. Puis dans le fond, ils miment de jouer au tennis, puis ils jouent leur game. Ils sont vraiment comme. Ils ont de l'entrain, puis c'est le fun. Puis lui, au début, il regarde, puis il n'y a rien. Puis là, c'est comme s'ils rentrent dans leur game, puis le son commence à habiter son esprit comme s'il habite ça. Puis c'est comme si. Est-ce qu'il se rend compte que toute son affaire, c'est de la fabulation? Puis est-ce que. Tu sais, ça Ouais. laisse sur une fin ouverte de comme. Il faut-tu rentrer dans cette folie-là pour avoir du plaisir ou. Ben, c'est ça, mais c'est parce qu'il faut expliquer aussi, il est devenu obsédé là, C'est ça. parce qu'il a vu, tu sais, par son soupçon sur justement l'action qu'il a vu que ça serait criminel, tu sais. Puis ça devient quasiment un rêve aussi, puisqu'à un moment donné, il retourne sur place puis il voit le cadavre à terre. Mais est-ce qu'il Mais le tu voit vois, pour vrai ou pas? ça revient rechercher tous les films, justement. Tu sais, admettons, on parle de David Lynch Ben, c'est ça, je avec pensais. Mulholland Drive. Ben, Blue Velvet aussi, là, Ouais, Blue Velvet. C'est tout ce qui est pas tabou, mais dans la société, ce qui est criminel ou ce qui est pas bien, on dirait que c'est la séduction que le crime nous séduit d'une manière à ce qu'on est porté à soit le réaliser ou soit juste le regarder, mais jamais mettons, à l'éviter ou à partir de Ouais, lui. ouais. Je comprends. Ben, c'est vrai que je pensais à Blue Velvet en regardant ça. Je suis comme, Ouais. hey man, ça ressemble tellement. Là. C'est différent, c'est Ben, plus lent. ouais. T'as pas Dennis Hopper qui est un fou furieux. Là. Puis il n'y a Avec pas son vraiment de bonbon. quête non plus dans le film. Là. Il y a une scène de musique aussi à un moment donné, je me souviens plus, c'est dessus. Je sais pas c'est qui joue, mais c'est vraiment cool. C'est comme le punk, puis tu te retrouves comme dans l'onde des années 60, parce que c'est sale, puis c'est comme l'émergence du punk. Je c'est bien hot, ça parle de l'époque, ça parle de quelque chose. C'est Hey, vivant, c'est là, parce c'est bon. qu'il se retrouve dans justement cette idée-là de malfaiteur, dans le sens qu'il se retrouve dans le monde. Un peu comme tu disais, Blue Velvet, c'est vrai que ça vient plus rechercher. Là. Mulholland Drive, c'était plus comme un mystère de est-ce que c'est elle, la criminelle ou non. Ouais. Mais sinon, c'est un peu comme dans l'autre film que souvent je mélange les noms, là, mais Blowout. Oui, ben De ça, je vais en parler Salman. justement. Je l'ai pas vu, moi, Blowout. Ah, tu l'as pas vu? Non. Ok, ben il faut que tu le vois, ça va être écœurant. Ça, il l'a sur Criterion, hein, si tu veux l'acheter. Là. Oui, je sais. Je pense qu'il est en spécial sur Amazon en ce moment, tu iras voir. Là. Ok, je vais checker. C'est ça. Ben, Mais, vas-y. mais c'est ça. Moi, j'ai mélange parce que justement, les deux titres se ressemblent. Puis les histoires aussi se ressemblent. Mais tu sais, Blowout. Mais je pense qu'à la base, De Palma faisait un hommage à Blow Up avec ce film-là. Oui. Ben, c'est ça, parce que c'est John Travolta qui voit quelque chose qu'il ne devrait pas voir, mais c'est un preneur de son. Fait que lui, il a comme son son. Puis c'est toute une question de son, justement. On parlait de son tantôt avec Kill Bill. Là, tu me parles de son aussi à la fin de Blow Up, mais Blowout, là, c'est vraiment. Si tu veux du son, là, ça va être ça. Parce que toute l'enquête que John Travolta fait sur ce qu'il voit, c'est par rapport au son qu'il a pris cette soirée-là. Puis il devient paranoïaque complètement là, par rapport à ce bruit-là qu'il entend. C'est ça qui est écœurant. Puis sais-tu quoi?
Ouais. Blowout, non. c'est un des films préférés de Tarantino aussi. Fait que tout Ouais, est dans tout. Hein? Tout est dans tout, ben, fudge. La vie. Puis là, c'est vraiment pas cet été, hein, gang? Les gens C'est pensent vrai. que C'est du cet été, hasard. ouais, on va parler de ça parce que Tarantino, il adore ça. Non! Non, c'est que tout est dans tout. C'est vrai. T'avais-tu fini avec Blow Up? Ben, tu sais, je voulais dire aussi, 1966, c'est l'année que Blow Up est sorti, puis on dirait que c'est une grande année pour le cinéma, parce que la même année, il me semble, t'as Persona de Bergman qui est sorti, qui est peut-être, à mon avis, le plus grand film qui a jamais été fait, Persona. Mais C'est un grand film. Persona 66 aussi. C'est un grand film. Mais tu sais, aussi, comme Persona, je pense que Blow Up, c'est un film qui est à voir dans un moment particulier, mettons, dans l'apprentissage cinéphilique, là, mettons. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, écoute ça, il aimera pas ça, là, tu sais. C'est une manière de construire une histoire qui est comme pas de queue ni tête, ça va dans tous les sens, mais c'est pas que c'est mal fait, c'est fait exprès pour que ce soit de même. Ouais. Mais ça, je pense que c'est un film à voir dans la vie d'un cinéphile, puis c'est extraordinaire. Très, très grand chef-d'œuvre. Ben, si vous aimez les films, tu sais, si vous n'êtes pas à votre premier rodéo, allez-y, lancez-vous. Sinon, écrivez-moi, puis on peut faire un arrangement. Écrivez à Benz! C'est ça. Tout arrangement est possible, en haut de $10. C'est moi, mon but dans la vie, là, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, je te l'ai dit à toi. C'est de faire écouter. Ouais, je te connais. Tu sais, mon but, c'est de faire écouter Persona à quelqu'un. Sauf que si je dis, mettons, à mon cousin, écoute Persona, ouais. Il ne voudra pas écouter de film après ça. Il m'écoutera plus. Te tuer, ouais. Fait que le but, c'est d'amener quelqu'un graduellement, pas à écouter Persona. Mais si tu commences par du Tarantino, puis tu avances un petit peu vers d'autres choses. T'sais. Si vous allez à une première date avec une fille, puis qu'elle est cinéphile, vous êtes cinéphile, mais faites-y pas écouter Persona, là. Ça dépend. Ouais, ça dépend à quel point elle est cinéphile. Elle l'a peut-être déjà vu. En tout cas. Bref. Blow Up. Grand chef-d'œuvre fondamental de l'histoire du cinéma. Là, mais non, tu vas adorer Blowout aussi. Là. Il faut que je le voie. Ben, t'en ai déjà parlé là, au podcast, mais ouais. Blowout. Il faut. Je pense que c'est fin des années 70 en plus, fait que c'est pas si loin là, que Blow Up. Ouais. En tout cas, Benz, Christy grand film. Là, il reste 4 minutes à l'enregistrement. Ça va couper éventuellement. OK. Fait que on parle de tout et de rien ou? Ben, tu commences de quoi, puis ça coupera. Puis... OK, ben je vais commencer de quoi? On disait justement que tout était dans tout. Puis c'est pas cet été, hein? C'est vraiment pas cet été. Mais on parlait de Maya Hawke. Puis justement, elle a un petit rôle dans la trilogie de films que je vais te parler. Ah oui. Une trilogie que tu peux retrouver sur Netflix. Ça s'appelle... C'est produit par Netflix, hein, c'est ça? Oui, ben c'est fait par Netflix. Là. OK. Fear Street. Puis c'était vraiment bon comme trilogie. Ça commence en... le premier, c'est Fear Street 1994. Le deuxième, c'est Fear Street 1978. Puis le troisième, c'est Fear Street 1600, si je ne me trompe pas, 68, quelque chose comme ça. Ah, je l'ai effacé sans faire exprès. Je ne sais plus c'est quoi la date, mais c'est dans les années 1600. Là. Fait que, Fear Street, c'est... 1666. Ah, j'étais proche! Le diable. Oui, c'est ça. Fait que Fear Street, le nom me disait de quoi, puis j'ai déjà vu des livres comme ça, parce que c'est une série de livres de R.L. Stine. Oh, Char de poule, ça? Char de poule. Le gars de Goosebumps. Puis c'est une autre série de livres qui avait fait Fear Street. Fait que, c'est ça. C'est basé sur les histoires pour enfants, là. Les histoires d'horreur pour enfants. Parce que Char de poule, là, quand tu y penses, il y avait des histoires pas mal rock'n'roll là, pour les jeunes. Là. C'est sûr que en étant jeune, tu le prends au premier degré. Là. Mais oui, je me rappelle, parce que il y a la série canadienne que tous les Québécois connaissent. Là. Ben, tous les Québécois de notre âge connaissent. Là. On a grandi dedans là, dans les années 90. Mais il me semble que ça joue au Canal Famille, hein, c'est quand on était jeune. Oui. L'ancien Direct TV. Mais moi, je me rappelle une émission, c'est sûr, le premier épisode de toute la série, c'est La Nuit des masques. Là. Je trouve comme ça. Là. C'est une petite fille, elle trouve un masque vraiment épeurant, puis là, elle se transforme en masque. Là.
Puis, mais tu sais, il y a un des épisodes où c'est des grands-mères qui reçoivent, je dis des grands-mères, c'était peut-être juste une grand-mère, elle reçoit des jeunes chez elle, puis elle donne des biscuits, tu sais, les espèces de biscuits là, où il y a comme la confiture dans le milieu, là. Ouais, Je ouais. me rappelle pas ça. Ouais. Tu sais, il y en a à fraise, au bleuet. Puis moi, j'adorais ces biscuits-là, mais elle leur donne des biscuits comme ça, puis ils deviennent vieux, genre. Puis là, elle les enferme chez eux. Tu sais, c'est creep, là, comme histoire. Tu te dis, Colin, c'est une histoire pour enfants, ça, mais tu sais, c'est creep, là, ça fait peur. Mais dans le sens que, tu sais, c'est toute la morale de « Ah, faites pas confiance à n'importe qui », tu sais, même si c'est une vieille grand-mère. Puis, fait que là, Fear Street, c'est un peu c'est ça, c'est l'histoire. C'est sûr que c'est beaucoup plus violent et sanglant là, que pour les jeunes. Là. Les films, c'est vraiment horreur. Là. D'après moi, c'est très inclus. Là. Mais ça commence en 94. Fait que Fear Street, 1994, la première partie, ça raconte l'histoire d'une ville. Dans le fond, c'est une grande ville, mais c'est séparée en deux. T'as comme on dirait que t'as comme le sud, puis t'as l'est, puis l'ouest. Là. Puis là, une partie de la ville, je dis est puis ouest, parce que je me rappelle plus du nom de la ville. Je pense que c'est Sunnydale, quelque chose comme ça. Ah non, Sunnydale, c'est dans Buffy contre les vampires. Là, c'est pas J'avais ça. Mais je pense que c'est Sunny quelque chose, mais. Shady Side. Oui, c'est ça. Puis là, t'as l'autre à côté que là, je me rappelle plus c'est quoi là. Tu l'as-tu? Non, je pense pas. Ça, Benz, là, Benzy Boy, c'est mon recherchiste personnel. Fait que, fait que c'est ça, Shannyside, c'est une ville qui est un peu sous les croyances d'une malédiction parce qu'il y a tout plein d'affaires qui s'est produit dans cette ville-là. Puis, l'autre côté dans le fond, la ville voisine qui est comme collée, les gens, ils rejettent un peu les gens de cette portion de la ville-là. Puis là, les deux écoles s'affrontent tout le temps au foot, toute la kit. Puis ça se passe en 1994. Fait que là, il y a comme un accident qui a lieu avec des jeunes. Puis là, ils déterrent une espèce de sentier. Il y a comme des os humains. Fait que là, ils ont comme déterré quelque chose. Puis là, par la suite, là, il y a comme une malédiction qui ressort de là. Puis il y a des gens qui se font tuer. Là, personne ne comprend rien. Mais là, il y a une fille qui se fait poursuivre. Puis là, l'idée, c'est de trouver. Dans le fond, il y a toute l'histoire de la sorcière de Shannyside que au 15e siècle, elle se serait faite. 17e siècle, elle se serait faite décapiter, mais comme elle aurait jeté un sort juste avant. Fait que là, c'est toute cette idée-là autour de la malédiction aussi de la ville. Fait que là, les jeunes, ils essayent de découvrir pourquoi, la malédiction ressort, pourquoi ils se font attaquer comme ça. Puis là, ils découvrent que la sorcière, c'est là qu'elle était enterrée où est-ce qu'ils ont eu l'accident. Puis là, il y avait eu comme du sang d'un jeune qui avait coulé, il aurait réveillé les morts. T'sais. Fait que c'est toute une histoire, mais il n'y a pas de finale à la première partie. Il y a une finale, mais c'est pas fini. Ça continue. Puis là, ils retrouvent une fille qui est comme enfermée chez eux, puis qu'elle aurait survécu à la sorcière il y a des années plus tôt. Fait qu'elle connaît l'histoire de la sorcière. Puis là, on passe à la partie 2, que je ne sais pas si c'est sorti tout en même temps, là, mais moi, c'était le fun parce que tu pouvais tout de suite passer d'un film à l'autre. Là. Parce que ça suit quand même collé. Là. Fait que faut pas que tu prennes, mettons, 2 mois avant d'écouter l'autre partie, parce que tu risques de perdre un peu de l'histoire de la première. Mais la deuxième partie, bon, ça s'appelle Fear Street 1978. Dans le fond, ça reprend là où on laisse en 94. Puis là, c'est la fille qui retrouve, qu'elle raconte son histoire en 1978, quand elle était jeune, dans un camp de vacances. Fait que, tu sais, là, ça reprend. Moi, c'est mon préféré des 3, là, 78, que ça reprend tous les thèmes, justement, des slashers d'horreur en 1970-80, dans un camp de vacances, des jeunes, ils veulent faire du sexe, tout le kit. Fait que c'est le fun, puis c'est ça, je te dis, c'est moins. C'est sûr, c'est basé sur les romans de R. Einstein, mais c'est pas pour jeunes. Là, les films sont vraiment 13 ans et plus. Là. Puis c'est sanglant aussi. La deuxième histoire, c'est l'histoire justement d'un jeune qui se fait
contrôlé par la sorcière, si tu veux, la malédiction. Puis il commence à tuer tout le monde sur le camp, tous les jeunes, tu sais. Fait que c'est quand même rough, là, c'est gore. Mais dans le fond, l'histoire, en gros, il y en apprennent plus là, dans la deuxième partie, mais c'est la sorcière qui posséderait l'esprit d'une personne, puis qui l'obligerait à tuer, tu sais. Puis là, il découvre que dans les bouquins, ça c'est dans le premier film, là, il découvre que comme à chaque décennie, il y a comme une personne qui se fait contrôler, puis qui perd la carte, puis qui tue tout le monde autour de lui. T'sais. Fait que là, tu as plusieurs meurtriers qui ressortent de la terre pour venir les tuer. T'sais. Fait que dans le premier film, tu as un jeune qui est comme déguisé, c'était pour l'Halloween, puis il est comme déguisé en squelette, si tu veux. Au camp de vacances, dans le deuxième, ben, c'est un gars qui a comme un sac sur la tête, puis là, il ressemble vraiment à Jason Voorhees là, dans Friday the 13th 2. Mais il y a une hache à la main, puis il tue tout le monde à la hache. Tu as d'autres meurtriers comme une fille qui voulait s'ouvrir les veines, puis là, comme gothique un peu, là, elle fait peur. Sinon, tu as un prêtre aussi démoniaque là, qui n'a plus d'yeux, puis là, il court après. Fait que c'est comme des fantômes, si tu veux, qui ressortent, des goosebumps. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que le deuxième film, ça raconte l'histoire de la fille qu'il retrouve. Fait que, ça avance pas vraiment. Ben, ça avance l'histoire, mais ça n'a comme pas le lien vraiment avec le 1994, là, parce que tu te retrouves vraiment plus au camp de vacances. Mais la fin est quand même surprenante, puis ça te laisse une ouverture sur la suite, parce que l'histoire n'est toujours pas finie. C'est juste l'histoire de 1978. Puis après ça, ben, tu reviens en 94, mais ça finit là pour la troisième partie. La troisième partie est un peu décevante. Ils ont comme essayé de faire un The Witch, parce que ça se passe en 1666. Fait que là, c'est comme le même champ là, de campagne, on dirait, là, que dans The Witch. Puis t'as tout, dans le fond, là, c'est la sorcière, on revient au mythe, la malédiction du village, à propos de la sorcière qui aurait donné une malédiction sur toute la ville, puis tout le kit. Mais là, tu découvres là-dedans que c'était pas une vraie sorcière, puis c'est pas elle la méchante, tu sais. Fait que tu découvres qu'il y a un mystère là, autour de tout ça, parce qu'il y a un personnage que tu vois depuis le premier film, que là, c'est comme lui, lui ou elle. Je donnerai pas de spoiler, mais c'est ce personnage-là qui est le méchant depuis le début. Là. Fait que c'est quand même, ça te tient en haleine tout le long. Mais c'est sûr, la troisième partie est un peu longue parce que c'est pas vraiment The Witch. Là, on se retrouve dans le vieux temps, mais c'est pas aussi effrayant que ça aurait pu l'être. Puis il y a comme une histoire, puisque dans le premier film, l'actrice principale est amoureuse de la fille qui se fait poursuivre par la sorcière, si tu veux. Puis ça crée comme une histoire de lesbianisme. Puis dans le troisième, c'est comme les mêmes jeunes que le premier film, mais ils reprennent comme le rôle des... Okay. Mettons, l'actrice principale du premier film, elle joue la sorcière en 1600, comme si c'était l'héritage. Là. Puis, fait que là, la sorcière jouée par l'actrice principale, elle aussi était amoureuse. Comme par hasard, elle aussi était amoureuse d'une autre fille. Là. Mais dans ces années-là, c'est plutôt... ça serait surprenant là, que deux filles soient amoureuses là, dans ces années-là. Mais j'ai jamais vécu. On sait pas. On le sait pas, j'ai jamais vécu là. On le sait pas. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu, je trouve, c'est le gars des vues, tu sais. Tu t'arranges avec le gars des vues. Mais c'était bon, tu sais, c'était bon parce que la troisième partie, t'es quand même pas long en 1666 là, parce que tu reviens là, à la fin, tu reviens en 94, puis là, tu revois les jeunes du premier que là, ils font équipe avec justement la fille de 1978. Fait que là, ils montent un plan là, pour sauver la ville. Ah, mais c'est-tu moi où ça ressemble vraiment beaucoup à Stranger Things? C'est comme les posters ressemblent beaucoup, c'est des acteurs qui reviennent, puis t'as une esthétique, quand je vois les photos, l'esthétique qui ressemble vraiment beaucoup aussi. Oui, ben c'est sûr, t'as l'esthétisme de Stranger Things. C'est sûr que ils vont reprendre l'esthétisme aussi qu'on a, le cliché, là, entre guillemets. Le cliché des années 94, le cliché des années 70. Là, je sais pas s'il y a un cliché pour les années 1600. Au cinéma. Oui, c'est ça. Mais, tu as la musique aussi. On parlait de nostalgie tantôt.
le cliché de ces époques-là, c'est aussi la musique. Ils vont aller nous chercher avec les musiques qui. C'est sûr que c'est entraînant. Ils vont prendre toutes sortes de musiques entraînantes qu'on connaît déjà. Mais ça fait en sorte que c'est très cliché aussi. Là. C'est pour ça aussi, Stranger Things, c'est cliché dans la forme que on se retrouve dans les années 70, là, fait que, 80. Là. Fait que, c'est sûr que la musique qu'ils font jouer, puis tout l'esthétisme, ça a du sens. T'sais. Ah ouais, mais hey, la tune de Kate Bush dans Stranger Things, épisode 4, là. Oui. Oui, ben je te l'avais dit. Incroyable. Je te l'avais dit, c'est pour ça que ça a fait une grosse impression sur tout le monde. Là. Depuis ce temps-là, je pense que je l'entends tout le temps à la radio. Ouais. C'est incroyable. Cet épisode-là, là, c'est du bijou. C'est une bonne tune, mais quand tu l'écoutes au complet, elle est quand même longue, là, la tune. Elle est redondante. Puis, là, ils ont pris la meilleure partie, là, c'est sûr, là, mais ça fit aussi dans la scène. Oui, c'est ça. C'est fou. C'est incroyable. Ouais. Mais non, c'est sûr que si vous aimez Stranger Things, vous allez aimer Fear Street. C'est un peu le même concept aussi. Stranger Things, c'est horreur, mais ça reste aussi pour les jeunes, dans le sens que c'est pas trop horreur. Je te dirais, dans les 3 parties, là, la deuxième partie est plus sanglante. Puis, elle est vraiment plus horreur, là, dans le style que c'est quand même un jeune plus vieux là, qui est comme possédé, mais il tue quand même des jeunes. Là, fait que c'est quand même rough. Mais ça revient chercher quand même le Goosebumps, là, dans le sens que c'est des gangs de jeunes qui font équipe pour sauver la situation. Fait que c'est plaisant à regarder. Moi, j'avais écouté ça quand j'avais le COVID. Fait que ça s'écoute bien. T'sais. Tant mieux. Ça va sympathique. C'est sûr. J'ai écouté les 3 un après l'autre. Puis là, la 3e partie est un peu longue pour moi. Là. Parce que tu passes d'un mood, justement, comme tu disais, c'est l'esthétisme, c'est la musique est entraînante. Fait que tu passes du mood de 90, 70, le fun, dans un camp d'été, les petites shirts, le kit. Puis là, tu passes en 1666, où c'est plus dramatique. C'est un teint un peu plus gris. Le ciel est gris, c'est un peu morose, c'est un peu bizarre. Mais tu reviens, à la fin, tu reviens des années 90, fait que ça fait la job. Ça a l'air sympathique. Oui, c'est sympathique. Puis je pense qu'ils travaillent sur d'autres histoires là, de Fear Street. Là. Je pense qu'ils vont comme peut-être faire une nouvelle trilogie d'une autre histoire ou quelque chose comme ça. Là. OK. À suivre. À suivre, certain. Mais j'ai l'impression qu'ils ont... Parce que je connais pas la série de livres, là, Fear Street, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont juste repris des thèmes, des livres. C'est pas, mettons, des livres qui s'appellent vraiment 94, 78. Que je pense qu'ils en a fait quand même beaucoup. Là, je voyais là, des recettes de. Parce que Chair de poule, savais-tu que c'est la série de livres pour enfants qui est le plus vendu au monde? Là? Je savais pas. Genre 400 millions de recettes, là, c'est énorme. Puis Fear Street, je pense que c'est la première collection qu'il a faite. Parce que je pense qu'il a sorti. Fear Street, il a sorti en 86, quelque chose comme ça, 89. Puis Chair de poule en 93, genre. Puis Fear Street, c'est ça, je pense que ça a fait 80 millions, quelque chose comme ça. Quand même impressionnant, là, de recettes. Ouais. 89 Fear Street. Ah, ok, c'est ça. Ouais. En tout cas, j'aime bien Chair de poule. Intéressant, c'est mon Ouais, Fear Street. Netflix. Netflix. Moi, il me reste un film. Ouais, moi aussi. OK, je vais y aller. Seven Psychopaths de Martin McDonagh. Aïe aïe! Il y a un film qui sort bientôt aussi. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Tu l'avais-tu déjà vu? Non, c'était le seul de McDonagh que je n'avais jamais vu. OK. Il y a un film qui sort bientôt aussi, je pense. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais d'ici la fin de l'année, il y en a un qui sort. Ça me dit quoi, ouais? Puis, tu sais, il y a un style vraiment nihiliste un peu. Tu sais, c'est de l'humour noir, mais extrêmement violent aussi, McDonagh dans ce qu'il fait. Ah, il y a un beau côté humain, je trouve, dans ses films, c'est beau. Même si c'est violent, c'est des fois niaiseux. Là. Dans le fond, ça vient de ça, l'humour noir, là, c'est ça l'humour noir, hein. Faut comprendre l'absurdité de la chose. Là. Ben, l'absurdité de la vie, tu sais, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis Seven Psychopaths, dans le fond, c'est Colin Farrell, qui est un auteur qui écrit des romans sur
Seven Psychopaths, c'est ça son roman. Ouais. Mais là, comme tu te rends compte que toutes ces histoires qu'il écrit, ça vient comme de gens qui les racontent. Fait que c'est toutes des affaires qu'il n'invente pas. Puis c'est comme s'il est plongé dans cet univers de psychopathes puis de criminels-là, puis il est comme là malgré lui. Parce que son ami, c'est un des psychopathes, puis c'est un gars qui il vole des chiens ou des chats. Je me rappelle plus. En tout cas, peu importe, un chien ou un chat. Ouais, je pense que c'est des petits chiens, il me semble. Ça, ils les volent pour les vendre ou pour comme les remettre à leur maître quand ils donnent des rançons, mettons. C'est un peu ça. Ouais. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est un des maîtres qui se fait voler son chien. C'est Christopher Walken, qui est comme un boss de la mafia. Non, c'est pas vrai, c'est pas Christopher Walken. C'est ça? Ouais, c'est Christopher Walken. Ok, puis c'est qui donc le père de son ami, c'est qui donc? J'ai un blanc. Ben, il me semble que le père, c'est Christopher Walken, puis le méchant, c'est un autre. C'est Woody Harrelson, le méchant, c'est ça. Puis Woody Harrelson, dans le fond, c'est comme le chef de la mob. Là. Ah oui. Puis il part après eux autres pour trouver son chien, puis il essaie de les tuer. Là, puis c'est carré. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est comme un film dans un film ou une histoire dans une histoire, puis tu sais comme pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ou comment il l'a formulé, puis tout. C'est vraiment intéressant. Puis à un moment donné, il y a une histoire de... Je me sais plus c'est quel psychopathe, mais tu sais, c'est un gars que sa fille ou sa femme, je pense que sa fille s'est fait tuer par un autre. Fait qu'il pourchasse le gars qui s'est fait arrêter. Mais là, le gars qui se fait arrêter, il se fait observer en prison par l'autre gars que sa fille est morte. Puis là, il se tranche la gorge. Il dit, gars, tu vas être satisfait, mais t'arrêtes de me suivre. Puis là, le gars, il est juste en face de la rue, puis il se tranche la gorge lui aussi. T'sais. Mais là, tu te rends compte que c'est pas inventé cette histoire-là, puis c'est comme tout ficelé d'une certaine façon. C'est extrêmement violent. C'est carré. Mais à mon avis, c'est peut-être le moins bon des 3 films de McDonald's que j'ai vu qu'il a fait. Là. Il y a In Bruges, ça. Hein? Il allait plus dans l'humour noir, justement, comme tu disais. Ouais. Me semble, dans ce que je me rappelle. Là. Ouais. Parce que je l'avais vu, ça, à la TV, il y a quand même un bout. Là. C'est pas nouveau, hein, comme film. C'est sorti en 2017, genre? 2012. Ah, OK, ouais, encore plus, encore plus loin que je pensais. Ça 10 ans. Le film a 10 ans. Oui, effectivement. Mais tu sais, ces autres films, c'est quoi? C'est In Bruges, puis Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui était extraordinaire. Moi, c'est eux que j'ai vus, là, de lui. Mais je pense que c'est les 3 seuls qu'il a fait. Ah, OK. Comme réalisateur. OK. Puis, fait que, OK. Ben, écoute, je les ai aimés, tu sais, c'est des bons films. Ouais. Oh oui, vraiment, vraiment. Puis, il y a toute une touche dark. C'est drôle, puis c'est ça, c'est touchant, c'est bon, c'est excellent. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Tu vois, son prochain film sort en octobre. Comment ça s'appelle? The Banshees of Inisherin. Ah, ben, à suivre. C'est j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça va jouer ici. Là. Ben, vois-tu, c'est encore avec Colin Farrell, t'as Brendan Gleeson, puis Barry Keoghan. Ah, ben, ça va être bon, ça. J'ai hâte de voir. Ça fait un job. J'ai hâte de voir. C'est sûr que ça va être bon en plus. Là. Colin Farrell, il fait des bons films. Là. Ouais. Le Batman. Puis, ouais. Le pingouin. Mais justement, je vais parler de lui. Ben, on peut en parler là, mais il y a un nouveau film là, sur Prime Video avec lui puis Viggo Mortensen. Ça s'appelle 13 Lives. Ah oui, j'ai vu des pubs, je pense. Ça a l'air super bon. Là, j'ai hâte de l'écouter. Ça va sûrement être pour le prochain pod. 13 Lives. Ouais, 13 Lives. Puis c'est comme... c'est basé sur une histoire vraie. Puis j'ai vu... parce que je l'ai mis dans mes favoris là, hier. J'ai vu... Il dure 2h30 le film. Fait que... Quand même une bonne ride. Là. Est-ce que l'équipe de soccer qui était pris dans le souterrain, c'est ça? Ouais, c'est ça, des jeunes. Là. Oui, ok. Je connais pas tant l'histoire, mais le film, selon la bande-annonce, on dirait que c'est comme filmé un peu en documentaire. Fait que ça a l'air intéressant. Ouais, c'est un film de Ron Howard aussi, là. Oui, c'est ça. J'adore ça, le Grinch. Le Grinch. Fait que, mais ouais, on en parlera des films qui sont à venir. Là. Il y a beaucoup de nouveautés. Moi, mon dernier film, t'avais-tu fini avec Seven Psychopaths? Ouais. Ça fait un job comme film. Ouais, solide. Ouais. Moi, c'est moins mon genre, tu sais, l'humour noir. Ben, j'adore ça, mais tu sais, Guy Ritchie fait souvent ça aussi. Moi, j'aime le style de Guy Ritchie. On dirait que c'est comme lui qui m'a comme aidé à aimer l'humour noir un peu. T'avais-tu aimé Three Billboards? Oui. C'était extraordinaire. Là. Ouais, j'avais aimé ça. J'avais été le voir avec Red au cinéma. Ouais. Ben, dans le temps des Oscars, ils mettaient tous les films. On était à l'ancien forum. Là. Puis ils mettaient tous les films oscarisés. Là.
Fait que c'est le fun. Une nuit d'enfer, comme on dit. Mais Sam Rockwell, il est toujours bon, tout, là. Ouais. C'est écœurant. Ah, ça, c'est Sam Rockwell, son ami, justement, c'est vrai, c'est ça. Ah oui, dans Seven Psychopath, hein? Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il est bon pour jouer des astiques de malades, là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Fait que moi, c'est ça. L'humour noir, c'est moins mon style, mais j'aime ça, tu sais. C'est parce qu'il faut le prendre aussi comme l'absurdité de la chose aussi, là, tu sais. Faut que t'aimes ça, mais c'est le style, on dirait, de... Parce qu'il est irlandais, hein, je pense. C'est probable. Martin. Parce qu'In Bruges, il y a un accent fucké, là, fait que ça se peut. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, Colin Farrell, je pense qu'il est irlandais, fait que tu sais, il joue pas mal dans des films irlandais de même. T'as moi te le dire, je l'ai ici. Non, c'est un Anglais. Il est né okay. à Londres. Ouais. Ok, Colin Farrell aussi, je pense qu'il est anglais. Colin Farrell. Il est né en Irlande. Ah, c'est ça, c'est un Irlandais, ok. Ouais. Ben souvent, tu sais, les Anglais et les Irlandais sont tous amis, tu sais. Je suis pas sûr, mais en tout cas. Donc, fait que c'est ça. Ben, c'est le fun, Seven Psychopath, Colin Farrell. Ouais, à voir. À voir sur grand écran. De chez vous, parce que là, il est plus au cinéma. 2012, quand même. Un bout. Mon dernier film, Benz, que je vais te jaser aujourd'hui, c'est une déception totale. Mais en même temps, c'est pas une déception totale parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. C'est aussi un film Netflix que j'ai écouté pendant que j'avais le COVID. Fait que ça me dérange pas. J'étais en train de mourir sur le divan. Puis j'étais comme, c'est plate, mais je m'en fous. Massacre à tronçonneuse. Ah ouais. C'est que des conneries. Wow! C'est quoi le. C'est-tu Massacre à tronçonneuse encore ou c'est pas Massacre à la scie ou ça, c'est comme une parodie de ça? C'est quoi? Non, c'est Massacre à tronçonneuse. OK. Il n'y a pas un Massacre à la scie qui est comme une autre affaire aussi? Peut-être, je sais pas. Attends, je vais aller voir. Je connais pas ça. Mais moi, c'est vraiment Texas Chainsaw Massacre. Puis c'est comme un. Si tu veux, c'est un requel. C'est le nouveau terme là, que Scream a expliqué. Là. Mais tu sais, ils font exactement comme un peu un Halloween, là, tu sais. Ou un Scream que ce qu'ils ont fait. Tu sais, comme un requel. Là. Fait que ça se passe dans le même univers que le premier film. Puis là, on ne sait pas si on prend en compte les suites, là, sûrement pas, mais c'est comme vraiment une suite du premier film où est-ce que là, le film est pas long, OK? 1h30. Fait que déjà là, t'as pas vraiment t'as pas vraiment de chair autour de l'os. L'histoire est vraiment pas compliquée. Là. C'est 4 jeunes qui s'en vont dans une petite ville de Texas, puis parce qu'ils ont acheté une boutique là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont faire une cuisine, là, un restaurant. Mais c'est mort, là. C'est une ville morte, là. Qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? Fait que là, puis là, ils appellent comme des influenceurs pour qu'ils viennent poser l'endroit pour que ce soit. C'est vraiment dans notre époque, là. Fait que c'est vraiment de la merde. Puis là, ils arrivent là, mais ils sont déjà. Celui qui achète ça, c'est un noir, tu sais. Fait que déjà là, il y a des Texas, tu sais, c'est un peu le cliché là, du Texan blanc qui déteste les noirs. Fait que là, ils sont comme mal accueillis. Puis là, ils voient au-dessus de chez eux, il y a comme une fille, une vieille madame qui habite encore là. Puis elle n'est pas censée être là, puis elle est malade. Finalement, elle fait une crise de cœur. Fait que là, ça réveille la colère de son fils. Puis là, son fils, ben, c'est comme un fils adoptif, mais c'est Letterface, qui est rendu vieux, tu sais, mais tu ne vois jamais à la face. Là. Il est comme, il a tout un cheveu dans la face. Puis là, il est comme handicapé. Fait que là, les autorités l'emmènent. Puis là, finalement, il capote, puis il saccage toute l'ambulance. Puis là, entre-temps, ben là, à ce village-là, il y a comme des rumeurs comme quoi, bon, la vieille est morte. Puis là, ça se rend aux oreilles d'une vieille madame qui a son garage plus loin. Puis là, elle, ça serait comme la jeune. Ben, je sais pas si c'est la même actrice, là, mais ça serait comme la jeune du premier film là, qui s'est sauvée à la fin. Fait que là, c'est comme un retour, un peu comme Jamie Lee Curtis là, qui fait son retour dans Halloween. Fait que c'est vraiment du remâché. Puis là, l'histoire a juste pas de sens. Là. Leatherface capote, parce que là, sa mère adoptive est morte. Puis là, il tue tout le monde sur son passage. Puis là, il retourne dans cette ville-là. Puis là, il tue tous les jeunes influenceurs. Puis, c'est juste sanglant pour rien. Puis, à la fin,
Ça finit comme le premier film. C'est un film qui sert à rien. J'ai vraiment pas aimé. C'était vraiment dégueulasse. Fait que vivement Pearl qui s'en vient bientôt. Là. Colin! Oui. Parce que, tu sais, en plus, tu sais, la vieille actrice, elle veut faire une genre de Jiminy Curtis, mais elle est là comme 3 minutes dans le film. Tu sais, elle dit Gaétan, ça fait des années que je t'attends. Ça fait des années que j'attends de te tuer, de te faire face. Puis elle meurt en 10 secondes. Elle se fait tronçonner en 10 secondes, Christy. C'est quoi cette histoire-là? Voyons donc. Voyons donc, Westic. Mais tu sais, les morts sont quand même le fun. C'est un carnage. Là. Il y a comme un autobus rempli d'influenceurs débiles. Puis là, ils filment, tu sais. Ils sont devant lui, puis là, ils filment. Là, c'est un Chinois, je pense. Puis là, il dit on a ça sur vidéo, là, si tu nous fais mal. C'est ta gueule. C'est quoi cette affaire-là? Voyons donc. Je sais pas si c'était une critique de la société, là, mais. Ah, j'imagine. Mais... mais ouais, une déception totale, je le conseille à personne, pour vrai. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà regardé parce que Netflix, c'est ça. Netflix, des films de merde, puis on a écouté ça l'autre soir, c'était bon, mais sans plus, on a perdu du temps, tu sais. J'ai perdu 1h30 de ma soirée, là, quand j'ai écouté ce film-là. Bon, c'est sûr que je faisais rien d'autre, j'avais le COVID, là, mais. T'avais pas regardé Blow Up, là? Oui. T'aurais pu. Il est sur Netflix? Non, c'est un Criterion. Ah, sacré Criterion. Mais, ouais. Fait que, ben, il fallait que je l'écoute. Je me disais, ben, je savais que ça allait de la merde, tu sais. Je savais. Je sais tout, Ben. Mais Pearl, j'ai vraiment hâte. Tu parles de Pearl, là? C'est quand, hein? C'est octobre, j'imagine. Septembre. Septembre, oui. Ouais, fin septembre. Puis ça s'est fait vite, hein, me semble. Il l'a-tu tourné en même temps que X, Ben, j'imagine que oui. Parce que X est sorti. À moins que X était repoussé à cause du COVID. Ça se peut-tu? Ça se peut aussi, ça se peut aussi. Parce que X est sorti en février, genre. Parce que je sais quand que Mars? X est sorti, mais En Pearl mars? était déjà prêt à sortir, j'imagine. J'imagine. Ah, c'est ça. Il était annoncé puis tout déjà. Là. Ça va être bon. Je pense que c'est intéressant là, ce qu'il veut faire avec ça. Je sais pas si, comme film en soi, ça se tient ou c'est comme juste deux films qui vont devenir un. Ouais. Ben, c'est. Ouais. Genre, tu dis, on écouterait, mettons, Pearl, après ça X, puis ça serait comme un long film, genre. Ouais, ou l'inverse. Là. Tu pourrais-tu regarder Pearl sans avoir vu X, puis ça se tiendrait ou tu perds des bouts? Ben, c'est parce que On Pearl, verra, là. Pearl, c'est comme un prequel. Fait que Ouais, je sais. faudrait également que tu l'écoutes avant. Peut-être. Peut-être. Mais On si c'est checkera sorti ça. de même, j'imagine qu'il y a une raison, mais en tout cas, on verra. Ouais. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vais écouter X avant d'aller voir Pearl. Ça va être écœurant. Ouais. Ouais, ça va être bon. Puis c'est ça, peut-être que. Ouais, c'est ça. Parce que tout ça est un lien, hein, Ben? Parce que, tu vois, je parlais de Fear Street, que ça commence en 94, 78, là, 1666. Fait que là, Pearl, tu sais, c'est un prequel. Là. Est-ce qu'il va faire après ça une suite qui est après X ou encore plus loin? On ne sait pas. On sait pas. On ne sait pas. Mais j'aime ça parce que dans l'annonce, on voit tous les éléments du film de X, tu sais. La fourche, le sexe. Ouais. Hâte de voir. J'espère que ça va être aussi explicite, mettons, là, que là. Ouais. J'espère. Ouais. Espérons. Ouais. Moi aussi, j'espère. Regarde. C'est Mais ce qui est le fun, c'est la perversité de la chose aussi. Là. Ouais. Est-ce qu'on est pervers parce qu'on aime ça ou. Puis voir le lien entre Miyagot puis Miyagot, Oui, là, mais. c'est ça, Miyagot et Miyagot. Là, ouais. C'est ça. Mais comme tu disais, ouais, ça serait le fun qu'il parle du premier film, tu sais, de pornographie, de l'histoire, tu sais. Ben, c'est vrai, je pense que dans le trailer, on le voit, ça. Ouais, c'est ce que tu me disais, là. Si je me trompe pas, c'est ça le film, parce que j'avais déjà eu une conférence à l'université sur l'histoire de la pornographie, puis on avait regardé le premier film pour vrai. C'est pas une joke. Mais ça ressemblait à ça, tu sais, je veux dire, c'est quoi, on se retrouve en 1930, genre? Je me rappelle pas les dates, mais. Parce que là, X se passe en 78, genre? Ouais. 74? Ouais, dans ce bout-là. Fait que Pearl est déjà assez vieille, là.
cette vieille folle-là. Fait que 1910 même. Ça serait le fun qui se. Ben, tu sais, comme on parlait de Nope, là, qui s'est comme réapproprié l'histoire du cinéma, mais Ouais. il pourrait faire ça avec l'histoire de la porno. Ça serait fucking intéressant, ça. Ah, mais c'est clair. C'est clair, il y a plein d'ouvertures, là. Ouais. En tout cas, intéressant, on check ça. Septembre. Ouais. Dans un mois. Ouais. C'était. Ah Hey, oui. mais là, on parle de films d'horreur et tout, puis il y a beaucoup de films d'horreur qui s'en viennent là, dans les prochains mois. Là. Mais tu sais, ça, j'ai jamais compris ça. L'Halloween, octobre, c'est le mois de l'horreur, puis on dirait qu'il n'y a jamais de film d'horreur qui sort en octobre. Tu sais, il y a Halloween, là, mais il sort comme une semaine avant. Là. Mais tu sais, comme. On dirait, je sais pas, c'est tout le temps en septembre ou fin à août qu'il y a des films d'horreur, ou même novembre que ça sort. Mais ça, j'ai jamais compris ça. On dirait qu'il n'y a jamais de films d'horreur qui sortent en octobre. Ben, il y en a, là, il y a Halloween depuis 3 ans, mais. C'est comme. Ouais, je sais pas. Halloween, je veux dire, j'espère qu'ils sortent en octobre. Ben, peut-être des fois, c'est à cause des sorties d'autres films qui se disent c'est trop gros ouais, puis on va se faire bouffer, je sais pas. Mais je pense, cette année en octobre, à part Halloween, il y a comme pas grand film, pas de gros films qui sortent. Là. Parce que je sais même plus si Black Adam sort en fin octobre, là, finalement. C'était censé sortir en octobre, après ça, ils ont poussé ça en décembre, là, on ne sait plus quand. Je sais pas, mais ça a l'air vraiment plate. Ouais, ça va être plat. C'est comme je pense que c'est le premier trailer de super-héros que je me dis, ça va être plat. Mais c'est parce que j'adore Black Adam. C'est un gros personnage. Mais là, dans l'annonce, je voyais juste des reprises de scènes de Marvel. Tu sais, à un moment donné, il vole entre 2 jets. C'est exactement Iron Man. Puis là, il les abat, tout le kit. En tout cas, on verra, là, mais. J'ai peu espoir. Ce que j'ai espoir dans ce film-là, c'est Pierce Brosnan, qui joue Dr. Fate, qui est comme le Doctor Strange de DC. Là. Ça, j'ai vraiment hâte, parce que Pierce Brosnan, il a la gueule pour. Là. Il a aussi la voix, fait que ça, j'ai hâte, mais sinon, ouais, décevant un peu. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est à la fin août, The Invitation. Invitation, c'est un film de vampire. Fait que ça va être intéressant. C'est qui? Donc, ça, je l'ai vu cette semaine, ça. Ouais, mais l'actrice, tu parles? Ben, le film en général, c'est qui? L'invitation. Ah non, que Jessica M. Thompson, je sais pas c'est qui. Ouais, je sais pas. Mais l'actrice, c'est Nathalie Emmanuel. Là. Ah, c'est parce que j'ai vu le trailer, c'est vrai, j'ai vu le trailer. Ouais. Mais ça a l'air intéressant. Toujours aimé l'histoire de vampire. Puis en septembre, c'est ça, t'as Pearl. T'as aussi, me semble, Smile qui sort. Ça a l'air vraiment intéressant, ça aussi. Puis c'est des réalisateurs de Ring puis Grudge. Fait que je sens que ça va être bon. Puis sinon, t'en as un là, qui sort octobre aussi, me semble. C'est The Barbarian. C'est avec Bill Skarsgård, celui qui fait Hit. Puis t'as aussi Justin Long dedans, qui jouait dans Tusk. Là. Ouais. GB Creepers. Non, intéressant quand même. Les prochains films d'horreur, là, ils ont tous l'air potables. Intéressant, c'est à suivre. Hein? À Oui, suivre. puis là, la nouveauté, c'est ça, comme je te disais, la nouveauté de cette semaine, c'était 13 Lives sur Prime Video. Au cinéma, y a-t-il quelque chose? Ça. Pardon? Y a-t-il quelque chose au cinéma cette semaine? La semaine prochaine, tu veux dire, là? Ouais, mettons vendredi cette prochain. semaine, c'était Bullet Train, là, puis Arlette. Semaine prochaine, écoute, j'ai un blanc. On va aller voir ça un peu. Je sais que Lightyear est rendu sur Disney+. Oui, c'est ça que je voulais dire. Sur Disney+, de Lightyear, que j'ai mis dans mes favoris. Puis Prey qui est sorti hier. Je ne sais pas si je suis excité de voir ça. L'annonce est bonne. J'ai hâte de voir un Predator, enfin. C'est quand même... dernier est sorti en 2018, puis c'était pas potable vraiment. Là. C'était vraiment ridicule. Mais j'ai hâte de voir. Là. Les critiques sont super bonnes. C'est juste, moi, c'est l'histoire que je trouve... c'est pourquoi aller dans le passé? Pourquoi pas aller plus dans le futur? Ou, même faire une histoire de juste un prédateur qui se rebelle. Puis, c'est pas obligé d'avoir des humains, mais là, c'est parce qu'ils veulent accoter
le premier Predator avec Arnold, mais c'est pas accotable. C'est pas accotable. Tu peux pas surpasser l'original. Là. T'as-tu déjà vu le premier? Non, j'ai aucune idée c'est quoi un prédateur. Fait que... C'est écœurant, c'est que t'écouteras ça. Tu vas-tu l'écouter cette semaine? Et là, sur Disney? Ben oui, il y a tous les Prédateurs, je pense, sur Disney. Peut-être, je sais pas. On verra. OK, On je te verra. le conseille. Okay. Ben, c'est le... T'as aimé Die Hard 1? Ah, c'est John McTiernan? Ouais, c'est le Ah, meilleur ok. réalisateur. Bon, ben, cool. Avec Arnold qui joue un Christine malade. Là. Mais ouais, Arnold, j'adore ce gars-là. Mais c'est ça, on dirait qu'il essaye de surpasser le premier, mais là, c'est une fille, tu sais, amérindienne qui... Ben, je sais pas si c'est des Amérindiens, là. Mais c'est une tribu indienne, puis c'est ça. Fait que là, ils se battent avec des haches puis des flèches. Fait que je ne sais pas s'ils vont en arriver à bout, là, mais j'ai hâte de voir quand même. Là. L'esthétisme a l'air beau. Fait que je juge pas l'esthétisme, là. Je juge plus le scénario que là, un peu de féminisme. Mais c'est un film Disney qui est sorti sur Disney Plus direct, là. Ben, c'est sorti sur Hulu. Ah oui, ok. Fait que c'est Disney Plus qui l'a, fait que c'est sorti là-dessus. Mais ouais, je suis curieux de voir pourquoi ils l'ont pas sorti au cinéma. C'est un peu bizarre. Parce que c'est 20th Century Fox. Dans le fond, c'est 20th Century Studio là, qui l'a fait. Parce que Predator, ça appartenait à 20th Century Fox, là, comme Alien, tout le kit. Mais je suis curieux de voir si ça valait le coup, admettons, de le mettre sur le grand écran, parce que quand même, un Prédateur, c'est un gros film, là, quand même. Fait que c'est ça, cette semaine, je vais sûrement regarder tous les films des Prédateurs, puis pour me préparer à Prey, puis je vais écouter Prey, puis je vais te parler de ça la semaine prochaine. Excellent. Puis là, j'arrive pas à me décider, est-ce que j'écoute le premier Prédateur en VHS pour être dans le style vintage ou je l'écoute sur Disney+. En VHS. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire aussi. Ben, c'est le meilleur de la gang, tu sais, c'est pas surprenant. Mais j'avais aimé celui de Robert Rodriguez. J'avais aimé ça, mais il y a eu vraiment des mauvaises critiques, là. Je sais pas pourquoi, là, mais c'était... Ben, c'est parce que c'était Adrian Brody là, qui faisait la vedette, si tu veux, du film. Mais j'aimais l'idée, là, c'était un groupe... Ben, je t'en parle la semaine prochaine. OK. Mais tout ça pour te dire, tu me disais quoi, là? OK, je sais pas. Ben, je t'ai coupé... Ah oui, la nouveauté au cinéma. Au cinéma, oui, c'est vrai, ouais. J'ai un blanc. Fait que ça doit pas être un gros film parce que j'ai un blanc. Ben, je pense que le prochain mois, il est pas très chargé, puis il est pas très... Non, hein? On n'est pas chanceux au cinéma, là. Ben, en août, là, tu parles? Ouais. Parce que septembre, il y a des bons films, mais à août... Ah, il y a un film d'horreur de A24. Je sais pas si ça va être bon, là. Ça s'appelle Buddies. Ah, mais tu sais, t'as Pete Davidson là, dedans. Mais c'est un film, c'est un suspense d'épouvante. Là. C'est une gang. J'ai vu l'annonce l'autre fois. Là. Je sais pas si ça va jouer partout dans tous les cinémas. Là. Les réalisateurs, c'est Alina Range. Ça dit quoi? Non. C'est comme un groupe, c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent pour une soirée, puis ils jouent à un jeu, puis c'est comme un jeu de cache-cache, mais là, il y aurait comme un tueur en série là, dans leur maison. Ça a l'air un peu bizarre. Ben, que 71 de Metascore, c'est bien. OK, il y a déjà des critiques, hein? Ouais. Mais c'est ça, je ne sais pas si ça sort partout au cinéma, par exemple. J'en doute, là, mais on verra. Ouais, parce qu'on a... Moi, j'ai vu l'annonce il y a une semaine, tu sais. Fait que quand tu vois l'annonce sortie comme en public, une semaine avant la sortie, c'est un peu... Absolument, A24, il faut faire confiance. Hein. C'est bon ce qu'ils font. Ouais, ben c'est ça je me dis. Sinon, tu as un autre film d'horreur, mais je pense que lui, il joue juste en anglais. Fait que lui non plus, d'après moi, il ne jouera pas partout. Là. Ça s'appelle Fall. Ça a l'air un peu ridicule. Là. C'est deux filles qui grimpent. Deux filles qui grimpent en haut d'une tour, puis là, ils restent pognés en haut. En tout cas. Il reste 1 minute et demie. OK, ben j'ai fini. Moi aussi. Dans 2 semaines, c'est ton film qui sort. Viking? Non, le 19 août. C'est quoi? Beast. Ah, ça a l'air minable. Ça a l'air mauvais. Idriss Elba, le nouveau James Bond. C'est confirmé, ça? Non, okay. J'espère pas. Okay. C'est pas que j'aime pas l'acteur, mais c'est juste James Bond n'est pas noir. Arrêtez de me faire crier, là. James Bond n'est pas noir.
Là, il reste moins d'une minute, fait que ça va couper. Appelez-le 009, stick. Ouais. 009. OK. Ben écoute, c'est un critique de podcast qu'on vient de faire. C'est bon. écœurant. Okay. J'espère que Tarantino nous écoute en ce moment. Je suis un grand fan. À la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu regardes?